celui-là, je parle dedans vite fait, je te le rends après. On peut mettre la presse du coup. Ouais. Bah, nickel. Je fais une rapide intro et après je vous laisse. Ça marche? Bah, c'est parti. Allez-y. Ok. Qui va de quel côté? Si tu veux, ouais. Bonsoir à tous. On va commencer. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux parmi nous ce soir. C'est un petit record. Donc bienvenue à tous. Tu changes le slide comme t'es copié. Ok. Ça, c'est le sommaire. Donc je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Florent Blaison, je suis développeur back-end. J'ai à peu près 10 ans d'expérience et je suis en freelance depuis un peu plus d'un an. Donc je me suis lancé en début d'année dernière. Et actuellement, je travaille chez Deezer en mission. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nicolas Bladen et du coup, je suis product manager freelance. Donc là, je suis en mission chez Renault Digital. Et en fait, ça fait 2 années que je suis en freelance. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 8 années en CDI. Avant voilà, de me dire que c'était le moment du coup pour me lancer. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi le freelancing? Alors moi, à la base, c'était surtout pour ne plus avoir de patron, entre guillemets, puisque j'ai fait à peu près 8 ans aussi en CDI. Et
y a des expériences qui se sont très bien passées, d'autres moins bien. Et c'est vrai que parfois, j'avais l'impression que les personnes qui étaient à la direction n'avaient pas forcément la vision que moi je pouvais avoir du travail et de comment on pouvait s'éclater professionnellement. Et puis j'avais aussi envie de me lancer dans une aventure où je suis maître de mon propre destin en fait, et puis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, pour ma part, en fait, c'est parti d'un échec, le lancement freelance. Du coup, je vais juste donner quelques infos sur le contexte de l'époque, en fait, pour bien comprendre du coup ma démarche. En fait, voilà, j'étais en CDI depuis 5 ans, du coup, dans la même boîte. Et un matin, voilà, je me réveille avec ma copine dans les transports. Et en gros, voilà, il faisait trop froid à Paris. Les gens dans les transports, ils n'étaient pas sympas. Notre boulot, il nous plaisait pas. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on bouge en province, il faut qu'on change. Voilà. Après, il y avait aussi un peu le contexte familial qui faisait que le rapprochement faisait aussi du sens. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais en CDI, il y avait une opportunité, c'est qu'en fait, il y avait un plan de sauvegarde de l'emploi. Du coup, il y avait un licenciement économique en fait, qui était en cours. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est le moment en fait pour faire ce move. Et voilà, j'envoie des CV, etc. Et en fait, gros fail, j'ai pas du tout trouvé de boulot. J'ai envoyé des cinquantaines de CV, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Et du coup, le constat s'imposait de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une option facile, ça aurait été, je pense, de continuer en CDI, d'envoyer d'autres CV, du coup de rester sur Paris. Et là, je pense que j'aurais eu beaucoup d'opportunités. Mais du coup, ma copine m'a dit, mais voilà, tu as toujours voulu monter une boîte, tu as toujours voulu te lancer en freelance. Genre, mais là, c'est le moment, quoi. Genre, le contexte est vraiment idéal pour faire ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, ouais, ok, pourquoi, ok. Et j'ai commencé à réfléchir, du coup, les raisons vraiment qui pourraient me motiver pour me lancer en freelance, c'est quelque part un peu construire le cadre de ce que je voulais faire dans le cadre de cette activité-là, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai regardé le contexte. Donc, j'avais de l'accompagnement en fait via mon ancien employeur. J'avais le chômage derrière. Donc déjà de ce point de vue-là, j'avais vraiment un filet, on va dire, hyper sécurisant. Il y avait effectivement, comme disait Florent, un peu le besoin de liberté, quoi. Donc liberté de choisir, liberté de dire non, liberté potentiellement de ne pas travailler, voilà, si j'en avais envie. Et il y avait, je pense également, autre chose qui était important pour moi, c'était de pouvoir optimiser en fait ma vitesse d'apprentissage et d'expérimentation. Et c'est vrai que quand on est en CDI, souvent le cadre il est assez délimité, il est assez rigide. Et c'est vrai que voilà, on a des formations qui peut-être ne sont pas toujours adaptées à ce qu'on voudrait faire. Des fois on voit des trucs super cool en formation et on se dit ah je voudrais les tester, etc. Mais non, tu peux pas parce que voilà, le contexte ou le client ou autre fait que c'est pas vraiment possible. Et c'est vrai que l'autre point important aussi, c'était l'aménagement en fait, du temps de travail. Parce que c'est vrai que quand on est en freelance, on a beaucoup plus de souplesse à ce niveau-là. Et du coup, voilà, une fois que je me suis posé toutes ces questions, en fait, c'était hyper important avant de démarrer. Parce que du coup, ça m'a permis vraiment de pouvoir construire un peu ma stratégie de lancement et de me dire, du coup, maintenant que je sais pourquoi je veux le faire, maintenant que je sais un petit peu où je veux aller, c'est quoi les steps et c'est quoi les choix. En fait, les choix que je vais faire, ça permettait en fait de les conditionner. Du coup, derrière. Alors, pour moi, en fait, donc du coup, j'étais en CDI chez Appen, donc application de rencontre. Je suis parti donc avec une rupture conventionnelle parce qu'à la base, je devais monter une boîte avec une amie. Finalement, on s'est rendu compte que le business model n'était pas rentable, donc on a abandonné l'idée. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où, en gros, j'ai quitté ma boîte, j'ai eu le chômage, et parce que je suis parti en rupture conventionnelle. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'avais pour projet de monter une boîte, je m'étais, voilà, dans ma tête, j'avais envie d'être mon propre patron, et je me suis dit, autant essayer de se lancer en freelance. Et donc la principale étape, donc, ça a été de trouver un comptable qui a pu me conseiller sur comment rédiger mes statuts, quel type de société monter, savoir ce que je devais faire avec mon allocation chômage, parce qu'il y a plusieurs manières de récupérer, soit en étant rémunéré tous les mois pendant X temps, soit en récupérant tout d'un coup une partie, j'ai plus les termes en tête, mais voilà, qui permet d'aider à construire la société et puis d'avoir quelque chose, d'avoir un petit matelas financier.
J'ai eu l'occasion aussi avec ma rupture conventionnelle de partir avec un peu d'argent, donc du coup ça m'a permis moi d'avoir un matelas supplémentaire. Et donc ouais, les étapes, ça a été de m'entourer d'un bon comptable qui a pu me conseiller voilà, sur les étapes qu'il fallait faire. Ça c'est la première étape. Après, donc une fois que les statuts sont rédigés, il faut se rendre dans une banque pour déposer son dépôt de capital. Donc il y a plusieurs banques. Moi c'est une banque traditionnelle donc, en agence. Après il y a des banques en ligne qui le font aussi. Typiquement Conto le fait. Une fois qu'on a eu le dépôt comme quoi on a bien déposé le dépôt de capital, on faut envoyer tout ça au greffe du tribunal. Ça, moi, pour le coup, ça a été totalement transparent parce que c'est le comptable qui s'occupait de faire tout. Donc en fait, toute la partie, entre guillemets, chiante et compliquée, qui peut faire peur, c'est lui qui s'en occupait. Et donc, moi, en gros, j'ai juste récupéré mon cabis et c'était fini, quoi. J'ai dû avoir un rendez-vous avec le comptable, un rendez-vous à la banque et j'avais mon cabis. Et donc moi je me suis lancé, la boîte a été immatriculée en janvier 2017 et je me suis lancé juste un petit peu avant, donc pareil sous les conseils du comptable qui m'a dit que je pouvais commencer l'activité avant que l'entreprise soit immatriculée. Et donc je me suis lancé entre Noël et le jour de l'an. Je me suis dit comme ça pour janvier ça devrait aller et en fin de compte ça a démarré plus vite que je le pensais et j'ai trouvé du boulot en 2 jours. Voilà, grosso modo, parce que ça a été ma phase de démarrage et donc ça m'a énormément rassuré aussi sur le fait que côté technique, on trouve assez facilement du travail, que j'avais un profil qui était plutôt attractif aussi parce que ça joue aussi, et puis que finalement toutes les craintes qu'on pouvait avoir, il n'y a pas forcément lieu d'être, quoi. Du coup, pour ma part, moi, en fait, la première étape, ça a vraiment été de vérifier en fait l'appétence du marché, quoi, parce que c'est vrai que pour le coup, peut-être contrairement à Florent qui s'est posé un peu moins de questions, moi j'avais beaucoup de doutes en fait de me dire ok, 8 ans CDI, très bien, je connais bien le contexte, je connais pas mon métier, etc. Mais c'est vrai que j'avais quand même des inconnus, des doutes, des peurs en me disant est-ce que ça va le faire, probablement des questions que vous vous posez, est-ce que je vais trouver des missions, et toute la partie administrative derrière, comment ça va se passer, qui va gérer, est-ce que je vais faire les bons choix. Et du coup, en fait, pour la partie vérifier l'appétence du marché, en fait, j'ai fait 3 expérimentations. La première, ça a été de publier très très rapidement en fait, un profil sur une plateforme de freelance. Et du coup, en gros, j'ai fait ça très très vite en une journée et je me suis dit, voilà, si j'ai des contacts derrière, des gens qui me disent, bon, voilà, on est intéressé par ton profil, je sais que déjà, ça allait m'aider en fait à pouvoir enclencher, on va dire, un petit peu augmenter ma confiance et me dire, bon, ok, voilà, il y a des gens qui me contactent. Et du coup, effectivement, ça a plutôt pas mal marché. J'ai eu ces contacts-là, donc je me suis dit, ok, ça, c'est déjà une step qui est passée. Et c'est vrai que c'était pas suffisant, en fait. C'était pas suffisant. Et du coup, en fait, la deuxième expérimentation que j'ai faite, c'est que je suis allé déjeuner, en fait, avec toutes les personnes de mon réseau professionnel que j'appréciais et qui, potentiellement, pouvaient m'apporter une mission. Et en fait, du coup, il y avait un double objectif, en fait, derrière cette partie-là. D'une part, effectivement, potentiellement avoir des contacts pour une mission via le réseau. Et surtout, le plus important, en fait, c'était de leur parler et de leur dire que j'allais me lancer en freelance et de quelque part avoir un miroir et un retour, en fait, pour dire, voilà, j'avais envie de voir ce qu'il allait dire, en fait. Est-ce que genre, c'est bien, c'est pas bien, et tout, etc. Et c'est vrai que finalement, j'ai eu des échos hyper positifs et même à certains moments, je me suis peut-être positionné un peu trop bas, que ce soit pour le type de mission que je visais. Et il y a des personnes qui m'ont dit, mais non, et tout, il faut que tu fasses beaucoup plus, etc. Et c'est vrai que du coup, pour l'aspect, je doutais un peu, je me cherche et clairement, j'avais vraiment besoin de passer par-dessus ces blocages psychologiques, hein, clairement à l'époque. Et je sais que ce truc-là, ça a été vraiment hyper important et ça permettait aussi de communiquer du coup là-dessus et que les gens soient au courant que j'allais me lancer. Et après, c'est vrai que l'autre point, ça a été de vérifier la viabilité économique. En fait, pour le coup, ma copine était enceinte en fait, au moment où j'ai voulu me lancer. Franchement, je ne savais pas trop combien ça coûtait d'avoir un enfant. Pas beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs, parce que pour le coup, les prévisions que j'avais faites à l'époque n'étaient pas forcément très exactes. Mais c'est vrai que ça a été du coup de se dire, ok, alors je vais avoir un enfant, j'ai le chômage, donc j'ai le filet de sécurité. Comment est-ce qu'il faut que je me positionne en fait d'un point de vue économique? Et du coup, en fait, je me suis dit directement, il faut que je recherche de la stabilité. Stabilité parce que enfant, du coup, gestion du planning, aménagement, etc. derrière, c'était vraiment hyper important. Et la deuxième, c'était, j'ai 2 ans du coup de chômage avec Pôle emploi.
autant que je puisse collecter le maximum de chiffre d'affaires en fait, pendant cette période-là. Et du coup, là, je me suis dit, pour faire le calcul de viabilité économique, je vais faire de la régie au forfait, en fait, au forfait jour, hein, sur des missions plutôt longues, parce que quelque part, ça collait bien avec le truc d'organisation avec la famille. Et du coup, ça permettait vraiment de maximiser les 2 ans de Pôle emploi et vraiment d'exploiter cet avantage de manière on va dire, hyper intéressante. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai fait un tableau Excel où j'ai fait une projection financière sur les 3 premières années d'activité. Et en fait, dans cette projection financière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le nombre de jours de staffing en fait, que j'espérais avoir en fait, dans une année. Donc en fait, j'ai été directeur de projet, chef de projet, donc du coup, j'ai beaucoup fait ça voilà, dans mes expériences professionnelles précédentes. Donc ça m'a aidé, je pense, un petit peu à trouver le bon angle d'attaque. Et du coup, j'ai dit, allez, je vais faire 180 jours de staffing en fait, sur une année. Donc en gros, j'ai retiré les vacances, etc. Et en vrai, aujourd'hui, je suis plutôt vers 210. Donc en fait, j'avais sous-estimé hein, le nombre de jours, mais j'avais voulu faire plutôt une hypothèse prudente en fait, sur cette partie-là. Et après, j'ai fait 3 variations basses, moyennes et hautes. Et c'est vrai que ces parties-là, du coup, la variation, en fait, ça a été le TJM, donc à combien j'allais pouvoir me vendre à la journée. Et en fait, du coup, une fois que j'ai fait ces 3 trucs, j'ai calculé le chiffre d'affaires prévisionnel, j'ai calculé le bénéfice voilà, prévisionnel de fin d'année, et j'ai surtout calculé à peu près le salaire et la rémunération, parce que voilà, j'avais besoin de me rassurer clairement et de me dire, bon, ok, je vais avoir un enfant, et est-ce que si je me lance en freelance derrière, comment ça va se passer à ce niveau-là. Et du coup, ça me permet de faire une petite parenthèse sur je pense, une question que pas mal se pose, qui est sur le TJM, en fait, de savoir c'est quoi une des options en fait, pour calculer le TJM. Et c'est vrai que du coup, pour faire le taux en fait, que j'ai mis dans le fameux fichier Excel, le premier truc que j'ai fait, en fait, c'était de calculer finalement combien j'avais besoin pour bien vivre. Donc ça, c'est simple, hein. J'ai pris sur la dernière année, j'ai fait toutes les charges, etc. J'ai pris en compte mon fils. Je me suis un peu trompé là-dessus, mais c'est pas trop grave parce que j'étais pas très loin non plus. Donc ça, c'est ce que j'estimais un peu l'hypothèse basse. Parce que j'avais ma copine en CDI aussi à côté, donc j'ai pris forcément en compte ses revenus. Après, du coup, l'hypothèse moyenne, ça a été, j'ai lu des études, je suis allé sur toutes les plateformes et j'ai regardé du coup sur le profil dans lequel j'étais, c'était quoi un peu les TJM qui circulaient. J'ai regardé aussi avec mes années d'expérience en me disant, voilà un peu le TJM moyen. Et après, en gros, j'en ai pris un qui est un peu plus élevé en me disant, voilà, si j'arrive vraiment bien à me vendre auprès de mes clients, et en fait, c'est ça hein, qui fait la différence, la capacité vraiment de négociation. Celui-là, ça pourrait être peut-être le TJM de départ un peu plus élevé que je pourrais avoir. Et ça, et du coup, je fais ces simulations, j'ai regardé, et j'ai fait, ah ouais, c'est quand même vachement mieux que quand j'étais en CDI, quoi. Et c'est vrai que ça a l'air tout bête, mais du coup, ce truc-là, ça m'a quand même pas mal conforté en me disant, finalement, voilà, financièrement, du coup, ça va être intéressant et même potentiellement mieux que ce que j'avais avant en CDI, où pourtant je gagnais quand même plutôt bien ma vie. Ouais. Et après, c'est vrai que derrière, j'ai une étape aussi, du coup, qui a été paralysée en fait sur toute la durée, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches en fait, que ce soit sur le statut, que ce soit sur la partie expert comptable, parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre un minimum sur tous ces sujets-là, parce que le jour où j'allais rencontrer des partenaires potentiels, je m'étais dit que le minimum de background nécessaire pour pouvoir un peu jauger, entre guillemets, qu'est-ce qu'on me propose, etc. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et je pense que si on n'a pas ça, c'est un peu à la confiance, etc. Et j'avais l'impression que ça pouvait m'aider dans mes choix, et au final, ça a été le cas. Hein. Du coup, je pense que ce temps était vraiment pas mal investi. Et en fait, avant de me lancer complètement, donc avant la première mission, et toute la partie un peu aussi création dont je parlerai juste après, il y avait un autre point, c'est qu'en fait j'ai changé de positionnement entre le boulot que je faisais en CDI et celui sur lequel je me suis vendu en free. En fait, quand j'étais en CDI, j'étais directeur de projet, donc voilà, j'ai commencé chef de projet, donc j'avais fait ça pendant 8 ans, donc j'étais vraiment expert du coup sur ce domaine-là. Et en fait, quand j'ai voulu me lancer en free, ça faisait des années que je voulais faire de l'agile en gros parce que ça m'intéressait pour les valeurs qui vont avec, etc. Et du coup, je me suis dit, je n'ai pas pu me lancer en fait en directeur de projet, quoi. Et pourtant, j'aurais gagné plus d'argent en fait, je pense au début en TGM. Et du coup, je me suis dit, voilà, je veux être product owner, c'est l'occasion pour le faire. Donc j'ai pris plein de bouquins, voilà, j'ai lu. Et c'est vrai qu'il y a aussi une étape aussi de formation et d'apprentissage qui est hyper importante, je pense, dans cette période-là. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour valider que je pouvais être un bon product owner? Donc comme j'étais en licenciement économique, en fait, j'avais un congé de reclassement. Donc, en gros, c'est une période de 9 mois dans mon cas,
dans lequel, avant le chômage, j'étais payé à 75% de mon salaire, si je me rappelle. Du coup, en fait, j'ai été contacté sur une des plateformes et j'ai fait un CDD en fait, de 4 mois, qui est un peu ma pseudo-première mission non officielle, où du coup, j'ai été product owner et où j'ai pu du coup, valider que j'allais pouvoir l'assumer en free derrière et que j'étais capable de faire ce truc-là qui changeait pas forcément la nature de mon métier parce que je continuais à construire des produits voilà, pour des clients, etc. Mais en revanche, dans la méthodologie, dans l'approche et dans le mindset, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Et après, c'est vrai que derrière, une fois que j'ai fait ça, ça s'est enchaîné assez vite. Du coup, effectivement, le fait de trouver une banque pour pouvoir faire le dépôt de capital et avoir l'attestation de dépôt de capital. Moi, j'avais de la chance que j'avais un expert comptable dont la création de société était gratuite. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, j'ai fait un peu comme pain, hein, je leur ai vraiment confié le dossier. Honnêtement, j'avais commencé à regarder au début. Hein. J'avais commencé à rédiger un bout de statut, faire un bout de truc, et j'ai fait non mais concentre-toi sur là où tu as de la valeur et essaie de ne pas faire tous les trucs où de toute façon tu seras beaucoup moins bon que les experts, quoi. Et c'est vrai que finalement, entre le moment où j'ai commencé, donc inscription à Pôle emploi, la banque, la création de boîte, il a dû se passer à peu près 2 mois entre le tout début et le moment où la boîte était créée, sachant qu'au bout d'1 mois, j'ai commencé ma mission alors que la boîte n'était pas créée, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut commencer à facturer, même si la boîte n'est pas créée, en mettant la mention société en cours d'immatriculation. Du coup, ça s'est fait vraiment hyper vite et c'est que la banque en fait, qui m'a mis un peu dedans, parce que ça a été hyper long en fait, les process pour ouvrir le compte, etc. Voilà, je pense que ça peut arriver et du coup, je pense que dans les grandes lignes, j'ai fait le tour. Ouais. Moi, ça n'a pas été aussi long, hein. Ça a duré que 2 semaines. Ouais, Alors, choisir le statut juridique. Alors là, c'est pareil, c'est une question qui est un peu difficile à répondre et je pense que ni Nicolas ni moi seront à même de pouvoir y répondre complètement. Moi, pour mon cas, je suis en SASU, donc Société par action simplifiée unipersonnelle. Pourquoi? Parce que comme je suis au chômage, le comptable m'a conseillé de prendre ces structures-là, parce que j'ai pas de rémunération, parce que je ne me rémunère pas, vu que j'ai le chômage qui me rémunère. Et donc du coup, de mémoire, les impôts sur les sociétés sont moins élevés sur une SAS que sur d'autres types de structures. Et puis, donc l'auto-entrepreneur, ce n'était pas possible, parce que je ne pouvais pas cumuler à la fois le chômage sans perdre en rémunération, parce que le chiffre d'affaires qu'on fait en étant auto-entrepreneur, c'est de l'argent qu'on récupère directement. Il n'y a pas de SAS entre les deux qui est le cas avec le compte pro. Donc ouais, là c'est une question qui est un peu difficile, c'est au cas par cas et ça pour le coup, faut soit bien se renseigner soi-même si on a envie de se lancer et de se dire voilà je veux tout faire par moi-même. Après moi je conseillerais quand même de s'entourer de personnes qui ont les compétences parce que notre valeur ajoutée c'est pas d'écrire comme l'a dit Nicolas, c'est pas d'écrire des statuts, c'est pas de savoir quel statut juridique il faut ouvrir, c'est de faire du tech et de faire des trucs qui nous plaisent. Moi, pour le coup, on s'y intéresse forcément et c'est pas si compliqué que ça au final. Mais parce que faut savoir bien s'entourer et parce qu'on m'a bien expliqué aussi. Et je pense que tout seul, j'aurais peut-être pas aussi bien compris comment ça fonctionnait. Là, j'ai une vision, on va dire, macro de ce que sont les différents statuts de société. Après, c'est le comptable qui gère. Et dès que j'ai une question, je prends le téléphone, je l'appelle et c'est pour moi la solution la plus simple parce que là c'est zéro stress, il y a un truc, c'est lui qui gère et moi mon domaine c'est la tech, le dev et voilà, comme ça je fais que ça et toute la partie juridique c'est délégué et faut surtout pas hésiter à le faire quoi, parce que c'est le meilleur moyen de se planter quoi, pour le coup et de ne pas faire bien les choses. Des fois il y a des trucs, on ne sait pas si on a le droit de le faire, l'expert comptable il est là pour ça. Ouais, c'est vrai que pour ma part du coup j'ai le même statut que toi, donc c'est pas hyper original parce que c'est comme on a Pôle emploi tous les deux. Moi du coup c'était un peu le truc, effectivement je voulais pouvoir percevoir le chômage pendant 2 ans. Je voulais éviter le RSI, c'était aussi un des critères à l'époque parce que comme je disais aujourd'hui avec d'autres développeurs sur la communauté de Comet, j'avais entendu beaucoup d'histoires d'amis qui s'est lancés dans d'autres statuts genre URL ou autres et qui avaient le RSI et ces histoires clairement elle me faisait un peu peur et moi j'aime bien les trucs simples, du coup j'ai fait déjà le RSI, cette option-là était exclue
Et après, c'est vrai qu'il y avait un autre point, comme je ne me rémunérais pas, comme Florent, en SASU, en fait, il n'y a pas de cotisation minimum quand on ne se verse pas de salaire. Du coup, voilà, il y avait aussi ce petit critère-là. Mais c'est vrai que pour le coup, comme j'avais de l'accompagnement, et j'ai eu beaucoup en fait, de possibilités d'assister à des sessions où il y a des professionnels qui parlaient de ça. Et c'est vrai que même là-dedans, avec des professionnels, au début, on m'a conseillé voilà, le URL, bien que j'ai expliqué voilà, le contexte un peu comme celle-là. Et il n'y a que quand je leur ai dit je veux éviter le RSU, ils m'ont dit prends plutôt la SASU. Mais c'est vrai que c'était du coup le choix qui était le plus justifié, on va dire, pour maximiser en fait, au mieux le Pôle emploi. Et ce statut me paraît, à mon avis, idéal, vraiment dans ce contexte-là. Encore une fois, après, il y a plein d'autres possibilités derrière. Je pense qu'il faut, comme a dit Florent, rencontrer un professionnel, vraiment expert comptable ou autre, qui pourra vraiment vous conseiller sur cette partie-là. Qui pourra vous conseiller en fonction de votre contexte à vous. Ouais, carrément. On a chacun des besoins différents. C'est ça, ouais. Moi, typiquement, je n'avais pas forcément de projet immobilier sur du court terme, etc. Peut-être que dans un contexte différent, il m'aurait conseillé de faire autrement, pas forcément rester au chômage, parce que typiquement avoir un crédit quand on est au chômage, on te rit au nez. Donc voilà, de se dire peut-être que c'est pas la bonne solution. Voilà, il y a plein de contextes qui sont différents, chacun a le sien avec un historique et puis des projets qui sont potentiellement différents. Et c'est à mon sens, voilà, faut avoir quelqu'un qui connaisse toutes les différentes possibilités pour vous conseiller au mieux. Alors définir son prix. Alors moi ça n'a pas été très compliqué non plus. Alors je me suis inscrit comme Nicolas sur plusieurs plateformes, enfin sur une seule on va dire. Donc c'était Upwork à l'époque, maintenant c'est Malte. Et puis sur LinkedIn où j'avais déjà un profil où j'avais pendant 2-3 mois j'avais accepté personne, j'avais fait entre guillemets le mort. Et quand j'ai voulu me lancer, c'est là où j'ai accepté tous ceux qui me semblaient intéressants, qui peuvent apporter quelque chose, en leur expliquant que j'étais plus en recherche d'un CDI, mais que j'étais en recherche de missions freelance, etc. Et donc il y a eu pas mal j'ai eu la chance de rencontrer 2-3 personnes qui sont apporteurs d'affaires, qui m'ont conseillé sur un prix à adopter en fonction de ce que le marché proposait. Donc il y avait cette première information. Après, sur Upwork, c'est pareil, j'ai regardé aussi les différents tarifs d'autres développeurs qui avaient à peu près le même nombre d'années d'expérience que moi, qui avaient à peu près le même statut, qui avaient à peu près le même parcours. Parce que c'est pareil, le TJM, il varie aussi en fonction de votre expérience, des missions que vous avez fait avant. Moi, typiquement, Appen, ça a été un bon tremplin. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un TJM qui soit assez élevé. Justement parce que j'ai pu, grâce à cette expérience-là, ça a vraiment pu justifier que j'avais des compétences, que j'ai pu travailler dans une start-up où je suis arrivé, où il y avait 12 salariés, je suis reparti, c'était 80. Voilà, où on est passé de 100 000 utilisateurs à plusieurs dizaines de millions. Et donc voilà, ça fait un bagage qui permet aussi d'ajuster la variable du TJM. Et donc j'avais deux amis qui avaient un TJM qui me paraissait cohérent par rapport à ce que je voulais et par rapport à ce que les apporteurs d'affaires m'avaient aussi dit. Parce que les apporteurs d'affaires, ils ont tendance à tirer les prix vers le bas pour qu'eux puissent avoir une bonne marge. Et en fait, mon prix il a été très simple. C'est que la première mission que j'ai trouvée, ça a été apporté par un apporteur d'affaires qui ne prenait pas de com. Donc qui était rémunéré au placement. Donc en fait, c'est la société qui a payé le truc, moi je ne l'ai pas subi, et qui m'a dit voilà, il y a déjà des mecs qui sont placés à temps. Moi ça correspondait au TJM que je voulais, donc j'ai dit ok, ça me paraît être un TJM cohérent. Et au final, je l'ai augmenté sur ma deuxième mission, parce que j'étais suffisamment sollicité. Je me suis dit si je suis autant sollicité, c'est que finalement je suis peut-être pas encore assez cher. Et je pense que la façon de définir son prix, il va évoluer tout au long de votre carrière de freelance. Et je pense qu'au moment où vous arrivez à un prix où vous n'avez plus du tout de proposition de mission, c'est que vous êtes trop élevé. Et donc il faut redescendre un peu. Moi, c'est comme ça que j'ajusterai ma variable à l'heure actuelle. C'est que tant qu'on me propose des trucs, c'est que y a des gens qui sont prêts à payer pour la compétence que je peux apporter au prix que je propose. Donc voilà. C'est vrai que du coup sur le prix, j'ai un petit peu anticipé sur la partie d'avant, mais j'ai aussi un petit complément à apporter. C'est que c'est vrai que finalement le prix, on peut regarder ce qui se fait
on peut en discuter autour de soi, auprès de personnes qui font la même chose, et ça c'est vraiment effectivement l'idéal. Mais finalement, après le prix, c'est vrai que ça reste quand même assez subjectif, et finalement c'est combien le client est prêt à payer dans un contexte donné pour une mission. Et finalement, tant que si le client accepte votre prix du premier coup, déjà ce que vous pouvez vous dire, c'est que le prix n'était pas assez élevé en fait. C'est cher. Et donc c'est vrai, du coup, sur le prix, moi ce que je fais beaucoup, c'est qu'effectivement, quand j'ai fait ma première mission, je pense que j'ai fixé un prix qui était peut-être relativement bas, mais après j'étais dans un contexte où je voulais une mission au 4/5e, je voulais beaucoup de flexibilité, je voulais plein de trucs, et du coup, forcément j'ai fait un effort sur le prix, parce que ce que je voulais, voilà, il y avait des conditions, etc. derrière qui pouvaient potentiellement être des contraintes pour le client. Mais du coup, effectivement, quand vous pouvez changer de mission, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé comme toi, du coup, j'ai augmenté mon TGM. Et c'est vrai que du coup, ce qui est pas mal et que je fais souvent, c'est quand je suis en mission, en fait, je prends quand même des rendez-vous téléphoniques avec des SS2I ou autres, et carrément, en fait, je m'entraîne sur ce truc-là, quoi. Et du coup, c'est bien parce que c'est vrai que je pense que de négocier de l'argent, quand j'étais en CDI, c'était un peu le même truc. C'est pas toujours quelque chose, je pense, sur lequel on est à l'aise, parce qu'on ne sait jamais trop comment se positionner. Voilà, le client vous dit qu'il n'a pas de budget, etc. Des fois, il bluffe. Des fois, c'est le cas. Enfin, c'est toujours un peu difficile en fait, de savoir ce qu'il y a vraiment derrière tout ça. Et du coup, clairement, le mieux, ça reste de répéter, s'entraîner quand c'est pas la vraie mission. Parce que du coup, le jour où vous avez la vraie, vu que vous l'avez déjà fait un peu avant, je pense que vous avez un petit peu plus de confiance, d'une part pour la négo, et d'autre part pour vous dire, ok, du coup, c'est quoi le prix potentiellement où je peux aller. Et typiquement, moi, je pense que pour la prochaine mission, probablement que je proposerai un prix qui est beaucoup plus élevé que celui en fait, que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je verrai en me disant, voilà, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Et après, si ça passe pas, c'est de la négociation, quoi. Et après, je pense qu'il est important aussi sur le truc du prix, c'est de dire, si je suis prêt à baisser mon prix, par exemple, je sais pas, je dis 600 et le client dit 550, et on se dit, ok, on le fait à 550. Comme on est dans une négociation, c'est, je pense, de demander en fait une contrepartie, quoi. Et typiquement, moi, ce que je fais, c'est si j'abaisse mon prix, du coup, j'avais demandé un peu de remote, j'avais demandé un petit peu plus voilà, de flexibilité, etc. sur certaines choses. Et je pense que ça, du coup, c'est une bonne habitude, à mon avis, à prendre, parce que finalement, l'idée, c'est d'avoir un peu un truc win-win où le freelance s'y retrouve, et que s'il baisse son prix, en fait, il puisse avoir potentiellement d'autres avantages à côté qui vont aussi être intéressants pour lui. Comme tu es en mission longue, est-ce que tu renégocies le prix après un an, par exemple, ou un temps passé au sein de la mission? Alors du coup, il faut que je répète la question pour les gens qui sont sur YouTube. Alors, quand c'est une mission longue, est-ce que tu renégocies en fait ton taux quand ça fait un certain temps que tu es dans la mission? C'est bien ça, ouais. Alors pour le coup, la première mission, qui était ma toute première, je ne l'ai pas fait parce que je savais que le client chez lequel j'étais, il était au max et qu'au final, voilà, il n'aurait pas payé plus. Et en fait, le contexte familial, clairement, était prépondérant, et du coup, j'ai privilégié ça. Et je me suis dit, voilà, derrière, j'ai Pôle emploi, donc effectivement, j'aurais pu gagner plus d'argent, mais ce n'était pas le truc le plus important. Mais en revanche, effectivement, dans ma mission actuelle, la question pourrait se poser, parce que là, ça va faire peut-être 9-10 mois que je suis dans cette mission. Et je pense qu'effectivement, si jamais mon client me proposait de rester, clairement, je ne le ferai pas au TGM où je suis aujourd'hui. Du coup, si ça regarde la vidéo demain, ils vont venir me voir en me disant, bon, Nico, faut qu'on parle. Mais c'est vrai, mais en même temps, si je fais ça, c'est parce que dans les 10 mois où j'étais chez ce client-là, il y a eu des achievements, voilà, on a atteint des objectifs. Le client, je pense, a vraiment pu jauger ma valeur au-delà que les 30 minutes d'entretien téléphonique que j'ai fait pour décrocher cette mission. Donc c'est vrai que si à un moment donné, ils sont contents de ma prestation, et que je pense que potentiellement le prix auquel je me suis vendu, et il y a une petite marge, etc. au-dessus, on est dans un grand groupe. Après, tu vois, il y a aussi un peu le contexte qui fait ce truc-là, mais je pense que typiquement, ouais, c'est une démarche que j'adopterai si je reste longtemps dans une mission. Alors, comment on a trouvé notre premier client? Je pense qu'on a un peu tous les deux répondu déjà. Moi, ça a été par LinkedIn, du coup, le premier. Et après, tous les autres, ça a été par Malte Upwork. Et le dernier, celui qui est en cours, ça a été par Comet. Donc en fait, alors c'est pareil, moi, il y a un truc, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il faut s'inscrire sur plein de plateformes, il faut être partout, et avoir son profil qui est placardé partout. Honnêtement, j'ai pas de site internet.
Donc j'ai juste mon nom de domaine avec pour mon mail pro et c'est tout. Donc j'ai pas de vitrine, rien du tout. J'ai que mon profil Upwork. Quand on a un recruteur qui me demande un CV, je lui dis bah tu vas sur mon LinkedIn ou sur mon Upwork parce que je vais pas faire que ça, mettre à jour mon CV. Et franchement, enfin à l'heure d'aujourd'hui, dans la partie tech, j'estime qu'un CV ça sert plus à rien. Il vaut mieux avoir une plateforme où tu as tous les trucs qui est visible en public avec voilà, toutes tes expériences, éventuellement des commentaires avec pour te dire si ta mission est assez bien passée, si le client était content, etc. Je trouve que ça a plus de valeur qu'en soit un pauvre PDF avec ta photo et puis tes 5 dernières missions par exemple. Et donc ouais, moi je suis sur les plateformes sur lesquelles je suis inscrit, donc il y a Upwork et Comet. C'est tout, et LinkedIn. Et en gros, c'est les seules 3 plateformes sur lesquelles je suis. Il y en a plein d'autres. Il y a Upwork aussi qui s'appelle, qui est une plateforme qui doit être américaine, où on a des TGM qui sont assez faibles, je trouve. Mais on peut négocier à l'heure. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une usine. Il y a 404 Work, un truc comme ça ça s'appelle. Il y a Freelance, il y a une autre plateforme de freelance aussi sur lesquelles, en gros, il y a ton numéro et tu reçois 12 000 appels. Et personne ne te propose rien d'intéressant. Et au final, je pense que le mieux, c'est quand même d'être dans 2-3 plateformes que vous jugez qui sont utiles et intéressantes. Parce qu'après, on est tellement sollicité que de toute façon, on ne peut plus répondre au téléphone. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, mon numéro de téléphone est dispo nulle part. Je reçois déjà tellement de mails et tellement de propositions à droite à gauche que des fois, je ne peux même pas répondre à tous parce que ça prend trop de temps. Donc, en imaginant être sur 10 plateformes, enfin, ça devient trop ennuyeux. Et en fait, je pense que la solution, c'est vraiment de sélectionner 2-3 grosses plateformes. Donc, il y a Comet qui, jusqu'à maintenant, fait du bon boulot. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu à m'en plaindre. Et Upwork, du coup, sur lesquels moi je vais à bosser. Donc après, ils ont des fonctionnements qui sont un peu différents. Upwork, c'est le freelance qui paye la com. Donc ça fait partie aussi de la négo du prix. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'est que c'est moi qui perdais en gros un peu d'argent par rapport au prix que j'annonçais. Maintenant, quand je fais des missions chez eux, c'est le TGM que j'ai affiché, c'est en tenant compte de la com qu'ils prennent. Comme ça, c'est le client qui la paye et c'est pas moi. Ouais, pour ma part, du coup, j'ai dû faire un peu plus d'efforts que Florent parce que je ne suis pas développeur et je suis passé sur une mine d'or. Donc c'est vrai que du coup, moi, j'ai une grosse phase de préparation où je me suis inscrit un peu en fait sur la même plateforme que toi, hein, sur Malte et aujourd'hui du coup sur Comet et sur LinkedIn. Mais c'est vrai que moi, j'ai apporté beaucoup de soins en fait sur le remplissage de mon profil. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'avais une photo un peu de trucs de vacances, etc. Mais c'était le mode expérimentation, faut aller vite. Donc du coup, on veut pas un truc parfait, mais on veut du feedback et du résultat tout de suite. Mais c'est vrai que du coup, je suis allé voir un photographe professionnel en fait, qui m'a fait vraiment une photo qui était quali, parce que mine de rien, la photo, quand on arrive sur un profil, c'est un peu le premier truc qu'on voit. Et je pense qu'on juge pas mal le premier contact quand même sur un peu le look and feel, de se dire est-ce que j'aimerais travailler avec ce monsieur. Et après, c'est vrai que derrière aussi. Oui, pardon. Alors en fait, pour le tout premier client, quand tu as cherché, je veux dire, ma question par rapport à la démarche de trouver le premier client, est-ce que ça correspondait déjà à l'activité que tu as déjà? Alors du coup la question c'est de savoir est-ce que la première mission que j'ai trouvée c'était déjà une mission de product manager qui est du coup le positionnement que j'ai adopté aujourd'hui. Et en fait, ouais, effectivement, dès la première mission, vu que j'avais un petit peu expérimenté du coup dans le fameux CDD qui a duré 4 mois, je me suis dit du coup c'est ce que j'ai envie de faire, je suis motivé pour ça et pour pas mal de raisons. Donc effectivement, du coup, directement j'ai ciblé des missions qui étaient sur cette expertise-là. Ouais. Et c'est vrai que du coup, pour la partie prépa, j'ai apporté pas mal de soins aussi à mon texte de présentation. Et du coup, je l'ai beaucoup relu, je l'ai beaucoup corrigé, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai vraiment bien rempli toutes mes expériences. J'ai fait des infographies avec les logos des marques pour lesquelles j'avais bossé, et tout, etc., notamment sur mon profil Malte. Et je l'ai montré à des amis. Le feedback, c'est important, quoi. Du coup, si vous faites ça, montrez-le à des amis en qui vous avez confiance et qui sont bienveillants pour qu'ils puissent vous faire du coup de la critique positive, en fait, qui vont vous permettre de l'améliorer.
Et du coup, le jour où j'ai su qu'il était bien, parce qu'en fait, j'étais pas non plus sûr, c'est quand justement je suis allé chez Malte pour faire la photo professionnelle, je leur ai montré. J'ai fait ça aussi. Et en fait, ils font une séance de coaching où ils vous aident à améliorer votre profil. Du coup, ils ont vu le mien, ils ont fait ouais, en fait, y a pas... Il y a rien à faire. il est très bien et tout. Et du coup, là, je me suis dit, ouais, je pense que j'avais fait un bon effort et que j'avais un niveau de qualité. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il était bien parce qu'il y a d'autres personnes qui ont copié ma description d'ailleurs. Du coup, parce que je suis allé voir d'autres profils aussi forcément pour voir ce que disaient les autres en se disant est-ce qu'il y a des gars qui font des bêtes de profil où ils ont genre un super storytelling où ils racontent dans leur description genre qu'ils vont construire des produits incroyables pour des users qui vont régler plein de problèmes et tout. Et du coup, j'avais vraiment regardé ce truc-là. Et c'est vrai qu'après, sur la partie d'après, moi j'ai accordé beaucoup d'importance en fait au ciblage. Donc là, du coup, j'ai fait c'est quoi les critères d'acceptation. Donc là, c'est le côté agiliste hein, qui parle, hein, pour ceux qui connaissent un peu. C'est quoi les critères d'acceptation finalement pour une mission quoi. Et du coup, en fait, je les ai listés. J'ai fait du coup, si la mission est à plus de 45 minutes en fait en temps de transport, je ne prends pas la mission. Après, j'ai fait si c'est pas avec une équipe de développement agile, pareil, pas de mission. Troisième, si les développeurs ne sont pas colocalisés, donc c'est-à-dire dans un espace vraiment à proximité, du coup, je prenais pas non plus par rapport à des valeurs d'agilité, etc., sans trop rentrer dans les détails. Et après, j'avais aussi un TJM un peu mini. Et c'est vrai que du coup, dès que j'avais des contacts en fait, au téléphone, direct, je posais un peu ces questions-là. Et du coup, ça me permettait quand même de faire pas mal d'écrémage et tout en me disant, parce que c'est vrai que du coup, je voulais des missions quali et je voulais faire vraiment des trucs dans lesquels je me retrouvais. Et c'est vrai que du coup, ça revient un peu à la question de tout à l'heure. On m'a proposé pas mal de missions en direction de projet qui étaient genre, mais limite, payer le double de ce que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je les ai refusées. Parce que l'argent, c'était pas le critère numéro 1. Et le critère numéro 1, c'était l'environnement en fait, dans lequel j'étais. Et pourtant, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais tu aurais dû faire au moins 10 jours. Je sais que c'est qui m'a dit ça la dernière fois pour genre reprendre un peu l'argent et tout. Et c'est vrai que non, en fait, ça m'intéressait pas. Donc du coup, voilà, l'argent, c'est pas toujours le critère numéro 1 en fait pour cette partie-là. Et puis c'est vrai que du coup, moi j'ai eu la première mission, c'était avec Malte. Et en fait, ce qui était pas mal aussi avec Malte, c'est vrai que c'est moi en contact direct, je sais pas toi. Donc quand les utilisateurs te contactent, les clients en fait, et t'envoient des missions, j'avais pas trop de missions quali, quoi. J'avais toujours des trucs Ça, c'est souvent le cas. un peu foireux. Et genre j'avais une anecdote par exemple, il y a un gars qui postulait comme PM chez N26, c'est une startup qui fait du banking. Et en fait, il m'avait demandé si je voulais pas lui faire il a un use case en fait comme dossier pour être pris. Il m'avait demandé si je voulais pas lui faire son use case en fait pour pouvoir du coup être pris dans la startup. Enfin, du coup, ouais, j'avais des trucs un peu comme ça. Je disais mais ça m'intéresse pas de faire ça. Et c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché assez vite en fait des business managers pour le coup de Upwork. Et en fait, eux, ils gèrent directement du coup des missions un peu quali. Ça, c'est les clients grands comptes. Ouais, voilà, des clients grands comptes. Et c'est vrai que du coup, ça a été aussi un levier et j'ai pu avoir des missions quand même un peu plus quali en passant par ce biais-là. Et après, c'est vrai, l'approche, ça a été aussi, pour la première, et y compris maintenant, c'est toujours mener en fait plusieurs recherches en parallèle. Et tant que le contrat, entre guillemets, n'est pas signé avec un des clients, de ne pas dire ouais, ok, c'est bon, j'arrête les autres et je dis que c'est pas bon. Et généralement, j'essaie d'en avoir 3. Et du coup, pour la première mission, ça ne m'a pas trop porté préjudice parce qu'en fait, j'avais 3 missions et il y en a 2 où j'étais bon et ils m'ont dit oui jusqu'au bout. Mais en revanche, pour la deuxième recherche de mission, le premier me dit oui et en fait, je devais venir le lundi matin, il m'appelle, il me dit que c'est plus bon. Le deuxième m'avait dit oui, c'est génial, on attend que la confirmation du DG, etc. Et au final, c'était non. Et en fait, ouais, j'étais bien content du coup d'avoir la troisième en backup qui, elle, m'a dit oui. Et du coup, c'était bon et ça s'est fait. Donc voilà, du coup, un peu la stratégie. Alors, 3 pièges à éviter. Bon, alors du coup, je les ai notés, donc je vais sortir mon téléphone. Sinon... alors, il y en a un. Le premier, celui qui me semble le plus important, c'est les devis à la performance. Il faut éviter. C'est-à-dire que, alors ce que j'appelle devis à la performance, c'est-à-dire qu'on va vendre au client, enfin le client a besoin d'un site web par exemple, d'une plateforme ou quel que soit n'importe quelle chose en fait, et on lui dit bah voilà, ça va me prendre. Alors, toi tu fais ton estimation de ton côté pour te dire ok, ça va me prendre allez, 2 mois par exemple. Donc tu fais ton TJM fois le nombre de jours que ça va que tu as estimé et ça donne le prix. Donc tu dis au client bah voilà, ça va te coûter 100, ça va te coûter tant. Et le client dit ok, hop, il signe, machin. Et en fin de compte, tu te rends compte que ça va te prendre le double. Donc au final, bah, ton TGM il est divisé par 2 vu que ça a pris le double. Non seulement bah, toi de ton côté, bah, forcément tu te rends compte que tu t'es planté
soit parce que bah, tu t'es complètement foiré dans ton TGM, soit parce que le client aura demandé de rajouter des choses. Ça, c'est le truc typique. Au début, je vais y revenir après, c'est un autre point aussi, mais on n'ose pas dire non. Et donc du coup, on dit ok, bah vas-y, je te le fais, c'est un truc tout con. Moi, il m'est arrivé ça pour un client où, alors c'était un devis à 8 000 €, un truc dans le genre. Et en gros, je lui avais dit que bah, voilà, je pensais que j'en avais pour à peu près, je ne sais plus exactement le temps de travail, mais je lui ai dit voilà, que ça allait prendre tant de temps. Sauf que bah, au cours de route, on s'est rendu compte qu'on ne s'était pas bien compris entre ce que lui voulait et moi ce que j'avais en tête. Du coup, bah, il y a eu des allers-retours, il m'a demandé de changer des trucs, il s'est dit ah bah non, en fin de compte, ce truc-là, non, c'est pas si bien que ça. Mais tu te souviens, je t'en avais parlé, où il n'y avait pas de trace écrite, rien, et puis moi, c'était ma deuxième mission, parce que moi, j'ai fait que des grosses missions à temps plein chez des clients et je prenais des petits extras à côté. Donc c'était ma deuxième mission en extra. Et en fait, je me suis rendu compte que le mec, en gros, bah, je n'osais pas lui dire non. Et le mec essayait de me refourrer des trucs qui n'étaient pas vendus à la base. Il n'y avait pas de cahier des charges, il n'y avait rien. Enfin, c'est le type de devis qu'il faut éviter. Et en fait, on se retrouve, bah, du coup, les 8 000 €, je ne les ai jamais eus, hein, parce que le mec ne m'a jamais payé. Alors qu'il a eu 95% du code qui a été fait. Enfin, ça, et en fait, je me rends compte que bah, sur ce type de devis, on est toujours perdant en fait. Alors, toujours perdant, ça dépend, enfin, c'est à double tranchant. Soit on a surestimé le truc, et bah, c'est coup de chance, c'est gagnant pour le développeur ou enfin, pour le freelance. Soit on s'est complètement planté et on y perd. Et en fait, je me rends compte que c'est le genre de truc que je ne fais plus du tout. C'est-à-dire que je ne fais plus ce type je ne travaille plus de cette manière-là. Maintenant, je travaille chez un client ou je travaille à la journée, c'est-à-dire que bah, voilà, le client veut faire tel truc, j'ai à peu près estimé que ça prendrait tant de temps, mais après avec lui, bah, je suis honnête, j'ai dit bah, voilà, j'estime que ça prendra tant de temps. Par contre, bah, à la fin des tant de jours de travail, si c'est pas fini, bah, soit tu rajoutes, soit on s'arrête. Et depuis que je fais ça, j'ai plus aucun souci de paiement, plus aucun souci de rien du tout, parce que c'est la solution, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où on ne peut pas avoir une science exacte sur un devis qu'on va faire. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas imaginé, on va se retrouver confronté à une difficulté qu'on n'avait pas pensé. Le client s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il voulait, bah, c'était pas top et en fait, il veut le changer. Sauf que toi, tu l'as déjà fini, tu te dis, bah, c'est un petit changement de 5 minutes. En fin de compte, ça fait péter toute ta plateforme parce que tu te basais sur une contrainte à la con que bah, tu ne peux plus te baser. Et en fait, bah, tout ton développement, il ne fonctionne plus. Et du coup, bah, typiquement, c'est la seule mission que j'ai fait, c'est la deuxième mission que j'ai fait sous ce format-là. La première, ça a à peu près bien passé. Et la deuxième, c'était un fiasco. Donc bah, maintenant, c'est que, voilà, c'est tant de jours la mission. Et voilà, si j'ai fini avant, bah, le client, tant mieux, il est gagnant. Soit il paye moins, soit il rajoute des trucs. Soit ça dure plus longtemps, et bah, soit il rajoute, soit il s'arrête. Et en fait, il y a aussi un aspect légal aussi là-dedans. C'est que bah, moi, ce problème-là, je l'ai eu avec Upwork. Et avec Upwork, ils te vendent pour te dire qu'en gros, tu es assuré d'être payé parce que le client provisionne le devis avant de commencer la mission. Sauf que légalement, c'est un porte-monnaie électronique qui appartient encore à la personne qui a déposé les sous dessus. Donc ça appartient encore au client. Et le client peut encore la récupérer avant la fin de la mission. Petit truc qui est écrit dans les CGU en petit que j'avais pas vu et qu'il m'a bien retombé dessus. Et en fait, légalement, en fait, même Upwork, franchement, ils ont été hyper sympas parce qu'ils ont essayé de m'aider, de m'accompagner pour que je puisse être payé. Légalement, en gros, sur le devis, j'avais vendu tel et tel truc et bah, c'est pas ce qu'il y avait au livrable parce que forcément tout avait changé entre temps parce qu'il y a eu des modifications. Et en fait, légalement, on peut pas te dire bah oui, non, le développeur il a bien fait ça, c'est difficile à évaluer. Alors qu'un nombre de jours, c'est très facile à évaluer. Voilà, tu as travaillé 10 jours, le mec, bah oui, j'ai travaillé 10 jours, ok, bah, le travail n'est pas fini, mais j'ai quand même bossé les 10 jours. Et en fait, légalement, ils sont obligés de te payer parce que dans le devis, tu as mis que tu devais bosser 10 jours. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers points à éviter. Du coup… Après, je peux compléter un peu celui-là, du coup, parce que je l'avais mis en premier. Tu vois, ça, okay, ça tombe bien, moi j'avais mis… ne vendez pas de projet au forfait, surtout si vous débutez. Et c'est vrai que moi là-dessus, du coup, comme je ne suis pas dev, je pense que je suis un peu moins sujet à avoir ce genre de propositions. Mais pour le coup, effectivement, toutes celles que j'ai eues, je les ai refusées. Et encore une fois, j'ai été du coup chef de projet en agence pendant plusieurs années et j'ai vendu beaucoup de projets au forfait pour des très grands groupes. Et clairement, à chaque fois, on rajoutait 30, 40, 50% sur l'estimation qui avait été faite par les devs. Et encore avec ça, il nous arrivait de nous planter. Parce qu'un nombre aléatoire multiplié par un nombre aléatoire, bah, ça reste toujours un nombre aléatoire.
parce qu'en fait, c'est impossible de prévoir combien de temps on va y passer tant qu'on ne l'a pas fait. Et clairement, à part les voyants et les cartomanciens, je pense qu'il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Donc du coup, clairement, sur ces trucs-là, mettez-vous dans de bonnes conditions, n'allez pas vous créer ces problèmes supplémentaires, surtout que les échanges sur les devis avec les clients là-dessus, ça consomme du temps. La transformation du besoin fonctionnel de votre client qui va vous expliquer avec ses mots ce qu'il veut, qu'est-ce que j'en fais après en code et en architecture. Les problèmes d'incompréhension, ça arrive tout le temps, parce que le client, il pense un truc, mais voilà, la traduction du message, souvent, elle n'est pas facile à réaliser. Et donc clairement, ouais, là-dessus, évitez-vous des sueurs froides, prenez des missions, je pense, en régie pour débuter. Puis il y a aussi le truc, c'est que des fois, le client ne sait pas vraiment ce qu'il veut aussi. C'est-à-dire qu'il a un truc en tête, il a un petit truc, c'est un peu farfelu, il n'a pas réfléchi au truc dans son coin, et c'est à toi de faire son taf. Et du coup, c'est là aussi où c'est un piège, c'est que tu dois essayer de faire son boulot, sauf que une fois que le produit est fini, ça lui convient pas parce que c'est pas ce que lui il avait en tête. Sauf que c'est pareil, comme dit Nicolas, on n'est pas des voyants, on peut pas savoir ce que le mec a dans sa tête. Et s'il n'a pas bien exprimé son besoin, pas fait un bon cahier des charges, etc., c'est un peu compliqué de pouvoir lui proposer une réponse qui soit en adéquation sur ce type de forfait. Moi, j'avais noté un autre truc aussi, c'est un truc qu'il faut éviter, c'est de se brader. C'est-à-dire que faut avoir confiance dans ses compétences et avoir confiance aussi dans le tarif qu'on vend. C'est-à-dire que, on va prendre un truc bateau, on va reprendre de ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est que si tu as un TJM à 600 et qu'il y a un client qui te dit, alors effectivement il n'y a pas que l'appât du gain dont il faut tenir compte, mais qu'il y a un client qui te dit, ouais, mais là j'ai besoin d'une mission pour 6 mois, mais j'ai pas le budget de te payer à 600, est-ce qu'on ne peut pas te payer à 500 ? Sur le papier, tu le dis 500 en TJM, ça reste correct. Si tu transformes ce que ça te fait par mois et ce que tu peux te verser comme salaire, c'est quand même bien. Après, il faut aussi noter que sur 6 mois, c'est quand même grosso modo 21 jours, donc ça fait 2100 € de perdu par mois, x 6, pour 100 € par jour. Donc ça fait quand même des grosses différences. Et il y a aussi un truc où moi, c'est ce que je fais maintenant, c'est que si le client n'est pas prêt à payer pour une compétence que tu vends, tant pis, il trouve quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Il y a un moment donné, en fait, moi j'ai la chance de pouvoir trouver des missions assez facilement et qui sont globalement assez intéressantes. Et j'ai la possibilité de dire non souvent. Et donc de choisir une mission qui va vraiment me plaire, où je vais pouvoir kiffer et tout. Et ouais, si le client n'est pas prêt à payer, tant pis, c'est pas grave, je fais pas. Et je l'ai fait une fois. Donc c'est pour des petites missions, etc. à droite, pour le même client, mais pour des petites missions par-ci, par-là. Et au final, c'est à l'heure actuelle le client qui me pose le plus de problèmes. Juste parce que j'ai été sympa et je lui ai bradé un jour ou deux par-ci, par-là pour lui faire plaisir. Et au final, je me rends compte que c'est la personne qui me pose le plus de problèmes et c'est celle qui me rapporte le moins. Et donc du coup, au final, la conclusion, c'est que tu as une compétence, tu dois la vendre et voilà, c'est... Voilà, faut pas essayer de négocier. C'est à un moment donné, le client il a un budget, etc. Donc après, des fois, tu peux adapter. Hein. Typiquement, il y a des missions, la mission apparaît vraiment géniale. Voilà, faut aussi accepter de se remettre en question et de se dire ok, là, j'ai le choix entre gagner plus, mais dans une mission où je me fais chier et où j'apprends rien et je ne monte pas en compétences, parce que c'est aussi une partie qui est compliquée en tant que freelance. C'est que pour monter en compétences, soit il faut se libérer du temps, soit il faut trouver des missions qui peuvent nous apporter des choses. Et donc des fois ça peut te dire ok, ouais, la mission là je suis payé un peu moins cher, mais par contre je sais que en 6 mois je vais pouvoir la valoriser à mort parce que ça va apporter plein de trucs et ça va peut-être pouvoir me permettre d'augmenter mon TJM sur les 6 mois suivants et au final je vais rattraper ce que j'ai perdu. Mais clairement c'est tout ce qui est geste commercial et trucs comme ça, jamais quoi, jamais. Parce que c'est le genre de truc où alors, tu l'as fait une fois, donc le mec il va se dire tu peux le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et ça s'arrête jamais. Et j'en avais un troisième, je sais plus ce que c'était. Tu passes au succès après, du coup. Ouais. Oui, on va passer au succès, t'inquiète. Ouais, alors c'est sur la partie télétravail. En fait, quand on est en télétravail et qu'on est salarié, on a tendance à, on a des heures, et puis de toute façon, on fait nos heures. Quand on est freelance, c'est un peu plus compliqué, parce que on se dit, ouais, on a un client, on a envie qu'il soit content, donc on va bosser beaucoup. On est chez soi, on est cool, on est peinard et tout dans son canapé, sauf que c'est un truc à passer des heures et des heures qui sont pas facturés au final, parce que on a facturé un nombre de jours, et dans une journée on est censé bosser 8 heures. Si on en bosse 10 ou 12, il y a 4 heures qui sont perdues.
Et donc ça, c'est un truc aussi, c'est quand on travaille à la maison, c'est savoir se fixer un cadre et se dire, bah voilà, je bosse de 9h à 18h et à 18h, je coupe. Parce que, bah voilà, on est, notre bureau, c'est aussi notre chez-soi. Et bah, si on ne sait pas faire la différence entre le temps perso et du temps pro, on passe son temps à bosser. Et voilà. Moi, c'est les 3 trucs que je noterai. Moi, je pense que tu peux passer au, Je passe au succès. tu peux passer au succès. Ouais. Vas-y, bah, je te laisse aborder Ok. les succès comme ça. Du coup, moi, pour les succès, je pense qu'il y en a certains, j'en ai déjà parlé. Donc, le premier, j'avais noté effectivement de critériser ses choix de mission et de, du coup, identifier vraiment ce qui vous plaît. Voilà, si vous êtes dev, c'est quoi les technos que je prends. Il peut y avoir aussi les critères discriminants, quoi. C'est quoi les trucs que je prends vraiment pas, quoi. Typiquement, moi, par exemple, au niveau du secteur, il y a certains secteurs, genre le betting, voilà, pour des questions de valeur personnelle, où je sais que je ne prendrais pas des missions de betting. Donc, du coup, j'avais fait ça. Après, j'avais déjà dit aussi, entraînez-vous à négocier le TGM dès que vous pouvez sur le TGM. Chaque fois que vous rencontrez un nouveau client ou un nouvel intermédiaire, c'est une opportunité en fait d'expérimenter en fait sur ce truc-là. Et vu que c'est un peu le truc, je pense, où il y a le plus de barrières psychologiques pour passer les échelons assez rapidement. Je pense que ça, c'est un truc pas mal. Et après, le dernier, ce serait vraiment du coup d'acquérir les compétences qui sont plébiscitées par le marché. C'est vrai que moi, du coup, quand je me suis lancé, j'ai fait beaucoup de formations en fait la première année. Donc, je me suis fait beaucoup de formations avec ma boîte. Et à chaque fois, ça a été de dire ah ok PM, la veille, c'est quoi le nouveau framework par exemple pour optimiser sa croissance ou autre chose. Ah j'ai pas cette compétence, je vois des missions, etc. Formation et après expérimentation en fait derrière. Pas garder en fait la connaissance, on va dire pour soi. Il faut la tester, il faut la vérifier et du coup après derrière. Ça, pour le coup, ça aide aussi à trouver, je pense, ouvrir son spectre de mission, se vendre plus cher. Enfin, après, ça crée, je pense, vraiment un cercle vertueux. Ouais. Alors moi, j'ai un truc, c'est savoir dire non, en fait. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais en fait, au début, moi, quand j'ai commencé, j'avais un peu l'impression que j'avais besoin des clients pour pouvoir développer mon activité professionnelle. Et en fait, j'étais pas dans une relation forcément d'égal à égal. Et en fait, c'est quelque chose qui, à mon sens, c'est le cas. Je sais pas si toi, tu le vois comme ça. Bah, au début, j'ai un peu eu le même sentiment que toi. Mais en fait, ouais, c'est de se dire que bah, voilà, le client, il a besoin de toi pour un truc. Toi, tu as besoin de lui parce que sinon, bah, sans client qui te paye, tu ne peux pas vivre. Tu peux pas vivre. Et en fait, bah, typiquement pour tous les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, si j'avais su dire non en temps voulu, et au moment où il fallait le dire, bah, je ne les aurais pas eu. Et en fait, il ne faut surtout pas hésiter à dire non. Une mission, on va te proposer un truc, tu sens que tu es un peu en galère, où le mec, ou la mission va te dire, bah oui, on va te faire bosser sur un truc où tu n'as pas forcément envie, tu as le droit de dire non. C'est-à-dire le client, bah, si ça lui convient, et bah, il trouve, soit c'est en bonne intelligence, et puis bah, on essaie de trouver des compromis, de se dire, bah, okay, typiquement j'avais une mission où j'étais embauché pour faire du PHP, et on m'a fait faire du Python. Un truc qui n'a rien à voir. Bah, moi, ça me faisait pas kiffer de faire du Python. Bah, au début, j'ai dit oui. À un moment donné, ça m'a saoulé. J'ai dit non. Hop, et je suis parti. Voilà, après, le client voulait me garder. Moi, à un moment donné, je me suis dit bah non. Là, je prends plus de plaisir à faire ce que je fais en fait. Et c'est aussi un des principaux moteurs, c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien. Alors, on a l'avantage, c'est d'avoir tout plein de flexibilité parce que bah, on fait ce qu'on veut, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut, même si faut quand même respecter ses clients, etc. Mais on est quand même beaucoup plus libre et beaucoup plus flexible que si on était en CDI. Et si on ne sait pas dire non quand il y a une situation qui ne nous convient pas, bah c'est un truc à aller bosser en traînant des pieds, etc. Et c'est pas comme un CDI, c'est-à-dire que si tu traînes des pieds, ton boulot il va s'en ressentir. Du coup, le client va pas être content. Et du coup, bah, c'est un cercle, c'est pas un cercle vertueux. Donc, il faut savoir dire non. C'est, je pense, le principal truc, enfin, la principale clé du succès que j'aurai, c'est de dire non. Et puis, comme a dit Nico, c'est de bien choisir sa mission. Pour faire valoriser ses compétences. Et puis si on n'a pas les compétences, bah ouais, de se former et puis de les valider avec une expérience. Alors, partenaire au quotidien, alors moi j'en ai qu'un qui est ici, donc c'est WeMind, donc qui est pour l'assurance pro et assurance de mon matériel. Après au quotidien, les choses que j'utilise, j'ai un logiciel, donc j'utilise Dolibar pour faire ma facturation, une petite facturation. Un truc qui est gratuit, bon, qui est assez basique, mais qui me permet de faire mes factures, de faire mes devis, d'avoir à peu près une idée de mon chiffre d'affaires et puis des clients qui doivent me payer, ceux qui m'ont déjà payé, etc. Donc ça permet d'avoir un suivi. Au début, je suivais ma compta là-dessus. Je me suis rendu compte que j'avais trop d'écart entre ce que moi je rentrais et ce que je pouvais constater sur le compte. Et donc
j'ai complètement délégué au comptable, c'est pareil, j'ai tout délégué. Et je crois que c'est le seul partenaire que j'ai avec WeMind. Ouais, je travaille essentiellement avec mon comptable et WeMind. Et après, je réfléchis, mais j'ai un autre. Bah, après, il y a sa banque. Moi, c'est la Bred. Donc, mais c'est pareil, le banquier, je le vois jamais. Donc, je n'ai pas particulièrement de trucs en plus. Et puis après, bah, ça va être tous les outils en SaaS, mais ce n'est pas vraiment des partenaires. Ça va être tout ce qui est GitHub, GitLab et compagnie. Qu'on va pouvoir payer pour pouvoir héberger les projets. Et puis après, bah, tout ce qui est service d'hébergement. Après, c'est le seul truc que j'ai. Moi, du coup, ouais, pour les partenaires, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, ce choix-là, il est vraiment hyper important. Parce que c'est important voilà, d'être bien entouré, et surtout quand on se lance finalement dans un contexte qu'on ne connaît pas au début, ce qui est normal. Et c'est vrai en fait que quand on est sur les rails et que tout va bien, on ne voit pas du coup voilà, le choix du partenaire qu'on a fait, est-ce qu'il est bon ou pas. Et d'ailleurs c'est vrai que du coup je pense que c'est quand on a vraiment un problème qu'on peut vraiment se rendre compte est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas là-dessus, quoi. Et pour le coup j'ai de la chance que j'ai pas eu vraiment de problème important à ce niveau-là, donc je ne suis pas encore en mesure aujourd'hui de dire voilà c'est vraiment la personne qu'il me faut cette partie-là, mais après il y a quand même un truc, c'est le feeling aussi, je pense, avec les gens. Donc du coup, moi, c'est vrai que ce que j'ai fait pour le choix des partenaires, que ce soit du coup expert comptable, banque et RC Pro, j'ai beaucoup discuté en fait avec les startups, parce que du coup, c'est les startups chez lesquelles je suis, pour comprendre un peu c'était quoi leurs produits, comment ça fonctionnait. Après, je pense qu'il y a aussi mon côté PM qui m'a un peu aussi fait choisir des produits un peu en early adopter, parce que ça me faisait plaisir en fait de tester, de voir un petit peu comment ça fonctionnait et de voir un peu comment ils avaient ciblé du coup les premières fonctionnalités pour le lancement du produit. Et c'est vrai que du coup, un jour quand j'ai reçu un courrier en fait du Trésor public et que j'ai commencé à lire, et en fait je comprenais rien du tout avec ce qui était écrit, et j'ai pris la notice en fait d'explication qui est censée simplifier, qui est à côté. Et en fait, je comprenais encore moins que le formulaire de départ. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais vraiment hyper content d'envoyer un mail à mon expert comptable et tout, qui en plus est hyper réactif et qui m'a répondu dans la journée en me disant « T'inquiète, c'est pas grave ». Et du coup, ouais, c'est ça un peu le truc sur les partenaires. Et c'est vrai que du coup, si je partage mes partenaires, donc moi, pour la RC Pro, je suis chez WeMind aussi. Pour la banque, je suis en train de migrer chez Conto. Et après, pour l'expert comptable, je suis chez Nova Expertise. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats après sur l'expert comptable, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des écarts de prix qui peuvent être plus ou moins importants selon les boîtes. Mais pour le coup, moi, je trouve que c'est un poste sur lequel je suis prêt à payer un petit peu plus cher. Et avoir de la qualité. Exactement, et avoir de la qualité, Ouais. parce que j'en vois pas mal qui prennent des boîtes de contact qui sont vraiment full online, et du coup ils n'ont pas forcément toujours le même interlocuteur. Et pour le coup, moi là-dessus, quand j'ai des questions et j'aimerais avoir des réponses dans la journée, etc., c'est que c'est sur la même personne qui connaisse le dossier, bah ouais, je trouve que ça a de la valeur en fait de payer un peu plus sur ce truc-là pour avoir voilà, on va dire un partenaire de qualité, quoi. Ouais. Pour l'anecdote, moi par exemple pour WeMind, mon rendez-vous téléphonique pour me présenter le produit, ça a été un samedi matin à 10h, et ça a duré, je crois que ça a duré entre 1h et 1h30, un truc comme ça. Donc c'est pareil, c'est comme dit Nicolas, c'est une partie feeling aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires qui sont prêts à travailler un samedi matin, parce que en journée j'avais pas le temps, enfin en semaine j'avais pas le temps, et un samedi matin pour t'expliquer en gros qu'est-ce que c'est quelle est sa valeur ajoutée, qui peut te conseiller aussi indépendamment de ce que propose WeMind comme service. Moi je me souviens que j'ai été plutôt bien conseillé sur des choses que je pouvais faire, des choses que je pouvais pas faire. Et pareil pour mon comptable, je peux l'appeler un dimanche, il va me répondre par exemple. Donc là-dessus, moi sur mes partenaires, j'ai quand même jusqu'à maintenant pas mal de chance. Parce que dès que j'ai eu besoin d'une question, d'un truc, j'ai toujours eu une réponse assez rapidement. Et que ce soit WeMind comme mon expert comptable, jusqu'à maintenant en termes de réactivité, c'est pas trop dégueu. Et voilà, si vous avez des questions. Ah ok, ok, on fait ça. Alors, on va d'abord laisser la parole à WeMind et Shine, et puis on fera les questions après.
C'est bon, ça marche? On peut attaquer comme ça du coup? Vous m'entendez? Voilà. En même temps, c'est pas comme si on était loin, c'est plus pour la caméra. Bonsoir tout le monde, on est super content de venir vous parler un peu du passage au freelancing avec Inde. On va peut-être se présenter en 2 mots, je ne sais pas si vous nous connaissez déjà. Rapidement, qui connaît Shine déjà aujourd'hui? Ok, et qui connaît WeMind? Tu gagnes un peu. Et donc on est 2 services qui sont destinés aux freelance. Je vais laisser Inde se présenter juste après. Moi donc je suis fondateur de Shine qui est un kit de survie administratif du freelance. C'est-à-dire que c'est un compte pro en ligne avec une application mobile, bancaire, une Mastercard et un assistant administratif qui par exemple vous dit dès que vous avez une date importante, votre CA à déclarer, la TVA à déclarer ou des choses comme ça, qui permet de créer son statut auto-entrepreneur directement depuis l'appli, qui fait de la prévision de charges, qui a un chat disponible 7 jours sur 7 si vous avez des questions relatives à votre statut ou relatives au fonctionnement de l'appli, etc. Donc nous, notre objectif dans la vie, c'est de réduire au maximum la complexité administrative du statut de freelance et de faire en sorte que ce soit aussi simple que d'être salarié, en tout cas du point de vue de la gestion administrative du statut. Ok, donc moi je suis Inde, je suis dirigeante de WeMind. Alors nous on est une communauté d'indépendants, donc il n'y a que des freelances et des entrepreneurs chez WeMind. Et en fait, le fait d'être chez WeMind, ça permet d'avoir les mêmes avantages que les salariés en termes de santé, en termes donc, de protection santé, de mutuelle, de maintien de revenus, de logement. C'est-à-dire que quand on est chez WeMind, même si on n'a pas de fiche de paye, on peut trouver un appartement facilement. On a un comité d'entreprise et en fait, on a reconstitué au sein d'une communauté d'indépendants les mêmes avantages qu'on a quand on est salarié, mais sans être salarié. Vous commencez à voir les points communs. On est en train de travailler sur une étude qui est assez complète et dont on a les premiers éléments ici, sur freelance versus salarié, qu'est-ce qui rémunère le plus? Évidemment, c'est une question super compliquée et donc évidemment, on ne va pas vous donner une réponse très claire, super applicable à votre cas particulier. Par contre, l'objectif, c'est de vous donner plein d'éléments pour prendre votre choix, prendre votre décision et comprendre en tout cas les différents statuts et les différents critères. Première question, est-ce qu'on paye plus ou moins de charges quand on est en freelance? Question que tout le monde, en tout cas qu'on entend souvent. Et déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'on peut comparer. Je pense que tout le monde sait ce que c'est le salaire net. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est le salaire brut. Donc, c'est ce qui est en haut de la fiche de paie avec les charges salariales. Et on sait aussi, mais ce n'est pas forcément très clair, qu'il y a des charges patronales qui donc sont versées par l'employeur au titre du salaire de l'employé directement à l'URSSAF. Tout ça est un micmac assez compliqué. On est un peu un des seuls pays où ça se passe comme ça. Mais il faut bien comprendre que quand on touche son salaire net, c'est ça que ça coûte à l'employeur. Et là, j'ai simplifié un peu les ratios, mais globalement, on parle de 43% au total. C'est pour ça que souvent on dit que ça coûte à peu près le double à l'employeur quand on veut payer un employé. C'est ça le coût total employeur. Et nous, on s'est dit, si on veut répondre à la question, est-ce qu'on paye plus de charges dans un cas ou dans l'autre, il faut se mettre dans la situation complètement, c'est une fiction, mais qui serait, je vais voir mon employeur et je lui dis, salut Michel, à partir de demain, je suis plus salarié, je suis freelance, je fais tout pareil, je veux que ça te coûte la même chose, mais demain, j'ai un statut de freelance et plus un statut de salarié. Et la question est, est-ce que je paye plus de charges ou moins de charges dans cette situation-là? Je passe sur le fait que c'est pas légal, que c'est pas ce qui se passe dans la vie et tout, c'est juste, on se projette et on se dit, si on veut dire dans quel statut on paye plus de charges, c'est comme ça qu'il faut raisonner, parce que si on prend que son salaire brut, on biaise les choses en fait, c'est-à-dire que ces charges patronales, elles sont vraiment liées au salaire de l'employé. On se dit que c'est un truc de l'employeur, mais pas du tout, c'est de la protection de l'employé, etc. Donc il faut comparer ça à ce taux de charge-là. Globalement, je vais rentrer dans le détail des différents statuts, mais globalement, oui, si c'est ça qu'on compare, on paye moins de charges quand on est freelance. Après, je réponds juste après. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, la protection qui est associée et tout, et Céline en parlera beaucoup mieux que moi. Mais globalement, on paye un peu moins de charges. En revanche, vous voyez déjà que si on compare ça juste au salaire brut, ce qui pourrait être un raisonnement, on se dit, bon ben voilà, je gagne, je sais pas, 6 000, 7 000 euros, 3 000 euros brut, donc il faudrait que je fasse ça comme CA pour équilibrer les choses. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il faut comparer. Okay, et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Ouais. C'est SASU, URL ou auto-entrepreneur? C'est la slide d'après. Donc je reprends la question, mais la question portait sur les différents statuts. Est-ce que ça concerne les SASU, les EURL ou les auto-entreprises? Et on y vient juste après. Donc là, on va parler du taux de charge en fonction du statut.
Et c'est pratiquement infini le nombre de statuts qu'on peut comparer, mais là, il y a quand même les principaux qu'on rencontre. Donc ça, c'est exactement le même ratio que tout à l'heure, c'est ce qui se passe quand on est salarié, et donc ça, c'est charge salariale plus patronale. Et dans les différents statuts, il y a la maison des artistes. Là, on a pris donc micro-entreprise, c'est auto-entrepreneur, c'est pareil, c'est juste le terme a changé. L'entreprise individuelle et le dirigeant de SASU. Et donc, je vais introduire différents caveats. Le premier, c'est là, on parle du dirigeant de SASU quand il se verse un salaire. Et donc, c'est assez proche de ce qui se passe quand on est salarié, globalement. Et l'autre option quand on est en SASU, c'est de se verser du dividende. La différence, c'est qu'on peut se le verser qu'une fois par an. Et donc, là, c'est plus faible, c'est 30% depuis cette année, quand on est dirigeant de SASU, le taux de charge associé. Maison des artistes, c'est un statut qu'on peut choisir que quand on fait certaines activités, en particulier quand on vend des créations. Donc, c'est souvent choisi par les graphistes, designers. À une époque, il y avait pas mal de développeurs qui pouvaient aussi se mettre aux AGSA ou à la maison des artistes, mais c'est de moins en moins le cas, je crois, c'est moins toléré, donc je passe vite. Micro-entreprise, ça, on a choisi les BNC, et donc profession libérale, ce qui serait le statut que, en étant freelance Comet, vous seriez amené à choisir. Et donc ça, c'est 22% de charge. Et je vais du coup faire un petit zoom sur l'ACRE. Qui est auto-entrepreneur ici déjà? Ok, quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui bénéficient de l'ACRE? Ouais, ok. Et est-ce que vous connaissez déjà tous l'ACRE ou pas du tout? Ok. Alors l'ACRE, il faut connaître, c'est important. En gros, c'est un dispositif fiscal qui permet de payer beaucoup moins de charges quand on se lance. C'est accessible aux demandeurs d'emploi et dès que vous faites une rupture, qui ont moins de 30 ans. Et c'est souvent le cas, on en parlait tout à l'heure, quand on fait une rupture conventionnelle. Donc vous pouvez bénéficier de l'ACRE ou si vous avez moins de 26 ans en standard. Et ça, c'est ultra avantageux. Je pense que c'est le dispositif le plus avantageux au monde. Si vous voulez regarder sur notre blog, on a fait un article qu'on a appelé l'ACRE, le Black Friday du freelancing. En gros, vous payez 4 fois moins de charges la première année. Et après, en gros, ça revient progressivement à ça sur une période de 3 ans. Donc, la première année, vous n'êtes pas à 21, vous êtes à 5% de charge, 5,5. Et donc, vous voyez un peu ce que ça donne par rapport aux autres statuts, c'est juste imbattable, c'est les soldes du freelancing. La deuxième année, vous serez autour de 10, la troisième autour de 15, et la dernière année, vous revenez à 21. En gros, c'est un quart, une moitié, 3 quarts, et voilà. Donc, c'est super avantageux. Entreprise individuelle, c'est un peu le statut normal quand on est freelance par défaut. Après, on peut choisir la SASU, les EURL et tout pour d'autres raisons. Mais par défaut, tel que c'est pensé dans la loi, c'est ça le statut standard. Ça veut dire qu'on n'a pas de société séparée. On travaille en tant qu'indépendant, on facture en son nom propre. On peut parler pendant 1 heure des avantages et inconvénients, mais juste pour revenir là, rester sur les charges, 35% de charge, c'est un taux un peu moyen. Il y a 2 critères qui font varier ce montant-là. D'une part, votre chiffre d'affaires. Il y a des notions de tranche et plus vous êtes élevé, plus vous pouvez vous rapprocher de 38-39. Et ça, c'est si on prend l'hypothèse que vous n'avez pas de frais. Je fais une petite parenthèse rapide, mais en auto-entrepreneur, les charges, elles sont calculées sur votre chiffre d'affaires, donc sur ce qui rentre sur le compte, même chiffre d'affaires encaissé. Quand c'est en entreprise individuelle, c'est sur votre résultat. Donc, si vous avez 0 frais professionnels, ben, c'est 100% et donc on compare la même chose. Si vous avez beaucoup de déplacements, de frais de bouche, une partie de votre loyer, plein de trucs que vous déduisez du montant sur lequel on calcule les charges, ça baisse vos charges d'autant. Voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais normalement, on retrouve le même taux que la micro-entreprise, autour de 35-40% de frais. Voilà. Donc, si 40% de votre chiffre d'affaires, vous le sortez en loyer, déplacement, essence, frais de bouche, matériel informatique et compagnie, ça fait baisser le taux d'imposition. Pas d'imposition, pardon, le taux de charge. Ça va, j'ai pas perdu tout le monde avec cette slide. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, mais c'est cool de l'avoir en tête. On a pris quelques exemples, juste pour voir ce que ça fait quand on illustre avec des chiffres. J'ai enlevé, pour gagner un peu de temps ce soir, les exemples sur le designer ou le community manager. J'ai pris l'exemple d'une développeuse JS, parce que comme on peut le voir ce soir, c'est une activité essentiellement exercée par des femmes, ou pas, mais il y en a, et donc c'est important. Si on part c'est des professions plutôt bien rémunérées, donc si on part du principe que j'ai choisi pour illustrer un salaire brut de 6 000 € mensuel, ça fait un salaire net de 4 700 €. Et si on veut reproduire le même, donc on revient au schéma de tout à l'heure, le même coût employeur, pour voir ce qu'on a à la fin net de charge, ça représente un CA de 8 500 €, donc plus que le salaire brut, c'est important de l'avoir en tête. Dans le cas d'une entreprise individuelle sans aucune charge, pour ce CA-là,
ça fait 38% de charge, et donc le revenu net, c'est 5 200 €. Voilà. Alors, on a essayé de s'amuser à faire une formule qui permettrait de calculer son TJM pour reproduire la situation de si on était salarié. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour calculer son TJM? Encore une fois, ce n'est pas une formule à appliquer telle quelle, c'est plutôt un espèce d'outil pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait son calcul. Et souvent, quand on voit ce qui est facturé par un freelance, et si on compare ça au salaire net de quelqu'un, il y a des écarts tellement délirants qu'on se dit « Waouh, c'est hyper rentable d'être freelance ». Mais en fait, c'est vraiment oublier beaucoup de choses, et on a essayé de les résumer dans cette formule. Donc, comme vous voyez, c'est hyper sympa et ludique, mais globalement, il y a des choses qui ne sont des avantages qu'on a à être salarié qui ne rentrent pas dans le salaire qu'on touche et qui donc ne sont pas dans le coût employeur, même si on facture la même chose que le coût employeur. Il y a la part de la mutuelle qui est prise en charge par l'entreprise, souvent ça n'apparaît pas, les avantages du CE, des avantages en nature. Alors j'ai mis dans avantages en nature les remboursements de frais de transport, éventuellement quelques notes de frais, il peut y avoir pas mal de trucs. Et alors le chômage, ça, à voir si vous voulez le mettre dans la formule ou pas, je voulais le mettre pour bien qu'on se souvienne que en l'état, quand on est freelance, il n'y a pas d'assurance chômage, donc c'est pas inclus dans les charges. Techniquement, c'est déjà dans le coût employeur, donc on pourrait faire la formule différemment, mais je pense que c'est important d'insister sur le fait que si on veut reproduire sa situation de salarié et voir ce que ça coûte vraiment, il faut avoir en tête ce que coûte l'assurance chômage et la compter dans le calcul. Ouais, t'as une question? Oui, parce que vous n'évoquez pas la retraite. Et ça, c'est un point super important. Alors, la retraite est incluse dans les charges qu'on paye, la retraite de base. Après, il y a des retraites complémentaires qui ne sont pas les mêmes suivant les statuts et des retraites complémentaires privées auxquelles abondent les employeurs qui ne sont pas non plus dans la retraite de base. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler. Voilà. Mais du coup, voilà, bah ça tu peux le mettre dans l'avantage en nature. Faut pas les oublier quand tu fais ton calcul. En gros, c'est plus ça le message. J'ai perdu Houston, donc je vais le remettre. Ah. Je crois que ah ouais, l'AirPlay est revenu. Ok. L'autre truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que on facture pas tous les jours pareil, on ne travaille pas tous les jours pareil quand on est freelance. Et donc il faut encore une fois comparer ce qui est comparable. Partons du principe qu'on veut faire travailler tous les jours ouvrés, qu'on serait susceptible de travailler tous les jours ouvrés. Encore une fois, c'est pour comparer à la situation du salariat où normalement on ne travaille pas le week-end et on ne travaille pas les jours fériés. Quand on est free, rien n'empêche de le faire, mais si on veut comparer la même chose, il faut le prendre en compte. Et il ne faut pas oublier surtout que quand on prend des vacances, quand on se forme, quand on décide d'aller à des conférences pour apprendre des trucs, ou tout simplement quand on prospecte et qu'on cherche des clients, on ne peut pas facturer ces jours-là. Personne ne paye un freelance à chercher des clients. Donc il y a des professions où ça peut prendre la moitié de son temps. Il y a des professions, comme la plupart des gens qui sont dev, ça prend peu de temps parce que le marché est très tendu, donc c'est assez facile de trouver du boulot. Mais il ne faut surtout pas le négliger, et même quand on est sur une profession super demandée, il y a forcément un peu d'intermission, il y a du temps à consacrer à tout ça. Un autre truc dont on reparlera peut-être avec Inde aussi, c'est que quand on est indépendant, il n'y a pas d'indemnité maladie. Ça veut dire que les jours où on est malade, on n'est pas payé. Il peut y avoir les remboursements des frais de soins sont très proches, mais par contre, jour malade égale jour pas facturé. Et ça, il faut éventuellement l'envisager avec de la prévoyance et des trucs, mais c'est sûr qu'il faut le compter dans son TJM parce que c'est des jours qu'on ne pourra pas facturer. Alors, pour illustrer un peu ça, j'adore montrer cette photo, je trouve qu'elle est vraiment super valorisante. C'est Raph, mon associé chez Shine, et on s'est rencontrés parce qu'en 2016, je l'ai embauché moi j'ai créé une boîte qui s'appelle Printic qu'on a vendue à M6 en 2014, et après j'y suis resté pour continuer à développer l'activité chez eux. Et en 2016, on a embauché Raph pour faire notre site web. Et au départ, on voulait le prendre en salarié. On avait fait des entretiens, il était super bon, on était ravis de le prendre. Et donc on lui demande, bon ben voilà, combien tu veux? 55K, ok, super. Je vais voir la RH d'M6 et je lui dis, voilà, on veut embaucher Raph, c'est 55K. Et elle me dit, ça va pas être possible, ça rentre pas dans les grilles. Je lui dis, comment ça rentre pas dans les grilles? On s'en fiche des grilles, c'est déjà super dur de trouver un bon profil pour venir bosser à Rungis, qui va nous faire un super site web. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grille? Juste on embauche Raph immédiatement.
Ils m'ont dit non, ça rentre pas dans les grilles, ça va mettre le Bronx dans les autres équipes GIS qui sont déjà là, qui sont à Rungis moins que ça. Donc c'est pas possible, on peut pas prendre Raph. Donc là j'étais un peu paniqué parce que ça faisait quand même 2 mois qu'on cherchait, c'était pas si évident. On va voir Raph et il nous dit bah c'est pas grave, on n'a qu'à le faire sous forme de freelancing, pourquoi pas. Et donc je lui dis oui ok, ça pose pas de problème. Je lui demande son TJM. Et à l'époque, alors c'est bien parce que j'ai eu une petite offre de lancement avec Raph, tu parlais des rabais. Mais donc c'était 450 par jour le premier mois et 500 après. Donc j'ai dit c'est bien, on teste comme ça, on voit ce que ça donne. Donc je vais voir la RH d'M6, je lui dis voilà le tarif, ce sera 450 par jour au début, à plein temps. Voilà. Donc ça fait, si le calcul est bon, mais en gros ça fait 12 000 € TTC par mois, quoi. Et donc fois 12 mois dans l'année, ça fait vraiment des sommes importantes par rapport en termes de factures qu'on paye par rapport à ce qu'on imagine quand on dit 55K brut. Et donc ce que ça donne en salaire net, c'est à peu près la slide de tout à l'heure. Et donc je me suis dit, bon, bah, voyons voir si Raph a fait un bon deal ou pas finalement en appliquant notre formule. Regardons ce que ça donne et on voit le truc. Donc le coût employeur d'un brut de 55K, c'est le 73. Donc je l'ai fait dans l'ordre en haut puis en bas, okay, de gauche à droite. La mutuelle, il n'a pas d'enfant, il n'était pas marié. Bon, j'ai compté à peu près 50 € par mois à rajouter de sa poche pour reproduire un peu ce qu'il aurait eu chez M6. CE et avantages en nature, j'ai fait un paquet de à peu près 1 500 € par an. Pardon, par an, j'ai dit par mois, mais par an, tout ça c'est sur une base annuelle. 1 500 € par an. Et l'assurance chômage, il faut avoir en tête que c'est à peu près 5% du coût employeur. Donc s'il y a besoin de faire le calcul. Les assurances privées en général sont plus chères que Pôle emploi. Mais encore une fois, je l'ai mis là pour l'exercice. Et en dessous, le nombre de jours ouvrés dans l'année, j'ai regardé, là c'était 250 en 2018. Et j'ai compté à peu près 7 semaines de congé, donc 5 semaines de congé plus 2 semaines de RTT, ce qui aurait été ce qu'il avait. Et 36 jours, je crois que j'ai compté 2 à 3 jours par mois de formation, prospection, etc. 3 x 12, 36, ouais, 3 jours par mois. Et donc si on fait ce calcul-là, on arrive à 442 € hors taxe par jour. Et donc ouais, Raph a fait un bon deal d'après la formule, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il facture au moins ça pour qu'il ait à peu près des situations comparables à sa situation de salarié. Et donc 450 c'est bien et 500 € c'est mieux. Voilà. Et du coup, à moins que vous ayez des questions tout de suite à ce stade, vous pourrez encore les poser après, mais je vais passer la parole à Inde. Ouais. Il manque les frais des comptables, l'assurance professionnelle, tous ces frais-là qui sont pas inclus dans Tout à fait, ouais. Là, je regardais juste ce qui permettait de reproduire la même situation. Si tu es auto-entrepreneur, il n'y aura pas de comptable, donc ça dépend beaucoup des statuts. Ça dépend surtout des assurances complémentaires que tu vas choisir. Et ça a un gros impact aussi. Les coûts cachés comme la formation professionnelle dans les entreprises qu'on oublie de compter mais qui arrivent. Oui, alors bon, on rentre peut-être un peu dans le détail. Les coûts à la formation professionnelle, dans les charges qu'on paie en tant qu'indépendant, il y a aussi de la contribution à la formation professionnelle. Par exemple, quand on est micro-entrepreneur, on a droit dès l'inscription à 1 000 ou 1 500 € de formation professionnelle. Donc ouais, dans l'étude complète, on va rentrer dans ce genre de détails. Là, on est un peu contraint par le temps, mais ouais. Le coût employeur, ça correspond au salaire chargé? Le coût employeur, ça correspond au salaire chargé, mais en prenant les charges salariales et les charges patronales. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, ouais. Alors, du coup, on va faire le point sur les protections entre salarié versus freelance, freelance versus salarié. Alors, dans la salle, qui est freelance? Est-ce que vous pouvez lever la main? Et qui est salarié actuellement? Ok. Donc, on a une majorité de salariés, donc on est là pour vous dire ce qui vous attend. En tant que, donc aujourd'hui, je parle aux salariés parce que vous êtes là pour vous lancer. Et je pense que vous avez été inspiré par les exemples qu'on a entendus de gens qui ont sauté le pas et de voir comment ils l'ont fait. Une fois qu'on a fait ce saut-là dans l'inconnu, eh bien, en fait, on rentre dans un nouveau monde. Quand vous vivez dans le monde du salariat, vous avez un patron. Et ça, c'est quelque chose qui est historique. Enfin, les patrons et les salariés, ça existe depuis quelques centaines d'années. C'est le système du salariat. Et le système du salariat, il propose 2 choses à une personne. La première chose qu'il propose, c'est la subordination. Donc, c'est quoi la subordination? C'est qu'il y en a un qui a plus, quand on n'est pas d'accord, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et c'est le patron, c'est celui qui est au-dessus, et le salarié, c'est celui qui est subordonné.
Ça, c'est la base du contrat, du salariat, et c'est même la définition légale du salariat. Vous cherchez ce que c'est la définition du salariat. La définition, c'est la subordination. Dans le freelancing, c'est le contraire. Le contrat de base, c'est la liberté. Et quand on est en liberté, eh ben, on contractualise avec des gens avec qui on est égaux. Et du coup, quand vous êtes indépendant, quand vous contractualisez avec votre client, eh bien, en fait, vous contractualisez en tant qu'égal. Alors que quand vous êtes en salarié, eh bien, vous êtes dans la situation de subordination. L'avantage qu'apporte le salariat, c'est que quand on demande à quelqu'un de la subordination, eh bien, on va lui proposer quelque chose en échange. Et ce qu'on va proposer en échange, c'est de la sécurité et de la protection. Et cette protection, elle va dire, ben, voilà, vous savez tous que le statut de salarié vous apporte énormément d'avantages. Et tous les avantages, Nicolas les a cités, vous avez le comité d'entreprise, vous avez la mutuelle, vous avez le salaire qui tombe tous les mois, tout ça, ça a des avantages. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que ces avantages-là, finalement, ça ne vous épanouit pas tant que ça ne vous rend pas si heureux que ça. Il vous manque quelque chose, c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce qu'en fait, vous voulez la liberté et vous voulez l'épanouissement. Vous voulez autre chose, en tout cas, que ce que vous aviez dans le salariat. Et ça a un prix. Ça a un prix. Le prix, c'est la sécurité et la protection. C'est-à-dire que vous avez dans la vie, vous aviez le choix entre être salarié et être protégé, et voilà, mais vous étiez subordonné, ou alors vous avez le choix entre la liberté, mais à ce moment-là, la protection, eh ben, elle disparaît, voilà. Et donc, du coup, on va faire le point sur toutes les protections qui existent, et on va voir, est-ce qu'on peut les retrouver dans le travail indépendant ou pas. Il y a certaines protections qu'on ne retrouvera pas. Alors, on va commencer par tout ce qui concerne la santé. Quand vous êtes, alors c'est un peu la caricature, quand vous êtes salarié, vous dépendez du régime général qui est la caisse primaire d'assurance maladie, qui s'occupe un petit peu, qui est la Sécu, qui s'occupe de tous les salariés en France. Et à côté, vous avez le RSI. Et le RSI, c'est le régime social des indépendants. Le RSI a été supprimé au 1er janvier 2018 et il a été remplacé par la sécurité sociale des indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un bâtiment sur lequel il y avait une plaque où il y avait écrit RSI. On a enlevé la plaque et on a écrit SSI, qui est le nouveau nom. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que qui dans la salle pense qu'en termes de remboursement de soins, le RSI rembourse moins bien que la sécurité sociale, la CPAM? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que la RSI rembourse moins bien que la Sécu des salariés? Sur le papier ou dans les faits? Sur le papier. Alors, qui pense que le RSI rembourse moins bien? Et qui pense que le RSI rembourse aussi bien que le régime général? Bon, là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Il y a beaucoup de gens qui sont prudents. Mais ce n'est pas grave, la liberté, c'est qu'il faut prendre des risques. Donc, vous pouvez répondre à mes questions, ce n'est pas grave si vous avez faux. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, le premier point sur la santé, c'est que le RSI rembourse exactement de la même façon pour les salariés que pour les indépendants. Il n'y a absolument aucune différence en France parce qu'il y a eu une convergence des systèmes. Après, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur l'amélioration des services informatiques pour que ça fonctionne mieux. Mais sur le papier et en termes de droit, en termes de santé, aujourd'hui, les régimes sont complètement alignés en France entre les indépendants et les salariés. Donc, il n'y a vraiment aucune différence. Donc, au niveau de la santé, ça, c'est le premier point. Le deuxième point au niveau de la santé, c'est ce qui concerne l'arrêt maladie. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous pensez que le RSI rembourse moins bien, indemnise moins bien en arrêt maladie pour les indépendants que ce qui existe pour les salariés? Ok, donc effectivement, alors je vais vous donner un petit peu les chiffres pour que vous ayez une idée. Quand on est salarié et qu'on est malade, et ça fait partie de la protection, et bien en fait on vous garantit votre salaire jusqu'à l'âge de votre retraite. Ce qui correspond à une somme qui va aller entre plusieurs centaines de milliers d'euros et ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3 millions d'euros de capitaux qui sont garantis pour chaque salarié en cas d'arrêt maladie. Quand on est indépendant, ce n'est pas que cette protection n'existe pas, c'est qu'elle est facultative. Et c'est là qu'on rentre dans qu'est-ce que c'est que d'être indépendant. Ce que c'est que d'être indépendant, c'est avoir la liberté et c'est avoir le choix.
Donc, les indépendants vont avoir le choix entre souscrire une garantie de santé qui inclut le maintien des revenus, c'est ça, le terme technique qui désigne ça, c'est la prévoyance, ou ne pas le souscrire. Les salariés n'ont pas le choix. Parce que quand vous êtes salarié, il y a des règles et vous devez obéir à ces règles et c'est financé par l'employeur, c'est prélevé sur votre fiche de paye. Quand vous êtes indépendant, vous avez le choix. Vous pouvez dire oui, je souscris à ce genre de garantie parce que j'ai conscience de l'utilité. Et là, comment ça fonctionne, et c'est ce que nous on fait chez WeMind, c'est simplement qu'on crée un pool d'indépendants, au lieu d'un pool de salariés, on crée un pool d'indépendants, on mutualise les cotisations et on propose exactement la même garantie à des indépendants qu'aux salariés. Simplement, la différence, c'est quoi? La différence, c'est la responsabilité qu'on a d'aller souscrire ce genre de choses ou pas. Et il y a une petite subtilité dans ce jeu-là, c'est que quand on est salarié, c'est une assurance qui est obligatoire. Mais quand on est indépendant, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et du coup, il y a des conditions pour accéder à ces garanties-là. Et les conditions, c'est son état de santé. C'est-à-dire que je vais avoir pas mal de jeunes gens qui vont me dire « Oui, mais moi, je ne suis jamais malade, je n'ai pas besoin de souscrire à ça. » Le problème, c'est que le jour où une personne tombe malade, elle n'a plus le droit de souscrire ces garanties-là. C'est une grosse responsabilité pour les indépendants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une garantie qui va coûter, je ne sais pas moi, on va dire dans les abonnements, ça doit coûter entre 30 et 50, 60, 70 € par mois, cette garantie-là. Et ça rapporte, par exemple, quelqu'un va être assuré à hauteur de 2 000 € par mois. Imaginez, le calcul est très rentable. Si je suis déjà malade, j'arrive, je cotise 50 € par mois et en échange, on me donne 2 000. Je gagne 1 950 € tous les mois. C'est très intéressant. Mais du coup, pour que ça fonctionne, en fait, il faut que les indépendants cotisent quand ils ne sont pas malades. Et ça, c'est une vraie responsabilité pour chaque indépendant en France. Et les indépendants, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a 1 sur 2 qui voit l'utilité de faire ça et 1 sur 2 qui ne voit pas l'utilité de faire ça. Et du coup, ça, c'est au final la responsabilité de chacun. Donc là, on a fait le point sur tout ce qui est protection santé. Après, vous avez les allocations familiales. Qui pense, c'est une protection sociale, hein, les allocations familiales, c'est financé sur les salaires. Et sur les revenus de tout le monde. Qui pense qu'il y a une différence entre les allocations familiales versées par le RSI et les allocations familiales versées par la Sécu? Est-ce qu'il y en a moins quand on est au RSI? Allez, on est courageux, on vote. Est-ce qu'il y en a moins? Merci de voter, c'est très gentil. Et donc non, c'est exactement la même chose. En fait, les allocations familiales, quand on a des enfants, sont versées de la même façon quand on est indépendant que quand on est salarié. Le sujet suivant, c'est le congé maternité. Alors, il y a beaucoup de femmes ici ce soir. Une majorité, on l'a vu tout à l'heure. Oui, voilà, une majorité. Mais après, vous connaissez peut-être des femmes autour de vous et vos conjointes, etc. Et donc là-dessus, la question, c'est est-ce que le régime des indépendants indemnise moins que celui des salariés? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Il y en a 2, hein, c'est ça, les filles? 3. Ça indemnise plus ou moins? Moins, ok. En fait, en fonction des cas, le régime des indépendants, le RSI, indemnise un petit peu mieux que celui des salariés. Et dans certains cas, beaucoup mieux. Dans la majorité des cas, c'est équivalent. Et dans certains cas très précis, par exemple, à partir du 3e enfant, le régime général indemnise mieux. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais du coup, pour les femmes qui veulent avoir des enfants, si vous en connaissez autour de vous, il n'y a pas de problème à être indépendante. Il n'y a vraiment pas de problème. En fait, le régime des indépendants est souvent plus généreux que celui des salariés. Et du coup, le dernier point qui est un peu le plus important, c'est celui de la retraite. Quand vous êtes salarié, vous cotisez énormément. Des cotisations sociales qui sont prises pour les salariés sont des cotisations de retraite. Et les cotisations de retraite, en fait, elles vont faire en sorte de construire tout au long de la vie un revenu qui va être versé à l'âge de la retraite. Et ça, il y a une énorme différence entre les salariés et les indépendants, ce qui fait que quand vous êtes indépendant, en fait, votre responsabilité, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas cette sécurité-là. Votre responsabilité, c'est de mettre de l'argent de côté. Et moi, je vois beaucoup d'indépendants qui sont dans différents types d'activités, y compris qui gagnent très bien leur vie, mais qui dépensent comme s'ils étaient salariés. En fait, il y a de l'argent qui rentre et hop, on le dépense tout de suite. Et du coup, en faisant ça, le problème, c'est que ces personnes, elles vont mettre en danger leur retraite. Donc ça, c'est, je pense, les points
les points vraiment principaux que vous devez avoir en tête, c'est que quand vous êtes indépendant, eh ben vous n'avez plus ce système qui fait papa-maman et qui s'occupe de vous quand vous êtes malade, de vous quand vous êtes vieux, de vous quand vous n'avez pas de travail, etc. C'est que quand vous êtes indépendant, ben en fait, votre responsabilité, c'est de vous dire comment moi je me protège par moi-même et avec un autre groupe d'indépendants. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas s'auto-assurer. On ne peut pas dire, par exemple, je mets suffisamment d'argent de côté au cas où un jour je tombe malade. Ben non, parce que si tu es malade pendant 10 ans, même si tu as mis de côté 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, eh ben, tu n'iras pas loin avec ça. Et du coup, il n'y a que des indépendants qui se regroupent en collectif qui peuvent avoir du coup les mêmes avantages que les salariés en termes de couverture. Et du coup, ben nous, ça fait partie de ce qu'on a développé, évidemment, c'est d'avoir la même couverture santé qu'un salarié et du coup d'avoir aussi, et c'est ça qui nous permet, du coup, chez WeMind, d'avoir en plus la possibilité de garantir les loyers et donc le logement pour une personne. C'est ce qui nous permet de dire, ben, une personne, quand elle fait partie de ce collectif, eh ben, elle va pouvoir aller voir un propriétaire et elle va pouvoir dire, ben, moi, mes loyers, ils sont garantis. Donc voilà à peu près l'ensemble des sujets en termes de protection. Ce que je vous propose, c'est que comme je ne voulais pas faire trop long, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir après. J'ai vu les pizzas passer, donc du coup, vous pourrez venir me parler dans ce truc-là. Et du coup, vous pourrez me joindre aussi sur ind@wemind.io ou sur les réseaux sociaux de WeMind. J'ai pas mis les adresses mail. Ouais, voilà. Pareil, nico@shine.fr. Voilà. On est bon. Merci à tous d'être venus et merci aux deux témoignages. Merci à Nicolas et à Inde. J'avais juste un mot pour vous, vraiment ça durera 1 minute et après effectivement il y a une petite surprise. Je vous en prie. Il y a une petite surprise qui nous attend dans la cuisine. Je voulais juste vous dire un mot sur Comet. Donc on est une plateforme, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et Chloé l'a déjà dit tout à l'heure, on est une plateforme qui va connecter les freelance tech data, donc on est sur ces 2 verticales. Donc c'est les développeurs, les codeurs, les programmeurs, mais aussi les data scientists, data analysts, data engineers. Et l'idée c'est que, à la différence d'autres plateformes qui peuvent exister, où effectivement il y a une barre de recherche, on va taper développeur JavaScript et on va avoir 110 résultats, nous on croit qu'il y a forcément un biais, et d'ailleurs le témoignage de Nicolas l'a bien rappelé tout à l'heure, il y a forcément un biais parce que les gens vont forcément regarder des photos de profil, etc. Nous on ne croit pas beaucoup à ça, on pense plus à l'autorité de la compétence. Il y a quoi? Ah. Merci. Je m'entendais. Et l'idée, effectivement, c'est d'abord, on a vu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on retient des témoignages que c'est quand même, il y a une phase qui est très dure quand on passe freelance, qui est de trouver sa première mission. Et en fait, on pense que ça ne devrait pas être aussi compliqué, notamment sur notre marché, parce que c'est un marché qui est très particulier. C'est un marché qui est complètement en faveur des freelances, parce qu'il y a infiniment plus de missions. Tout le monde veut devenir une boîte tech, tout le monde veut avoir du digital. Et en fait, de proche en proche, toutes les entreprises, toutes les industries auront forcément besoin de compétences numériques. Et les compétences numériques, par les 2 piliers du numérique aujourd'hui, c'est effectivement la tech et la data. Donc il y a beaucoup plus de missions qu'il n'y a de compétences. Ce qui veut dire qu'on peut légitimement dire notre vision, c'est la continuité de mission pour les freelance tech data.
Et l'idée, c'est que vous n'avez plus besoin, en fait, de prospection commerciale, vous n'avez plus besoin de la faire, parce que Comet a compris qu'il y avait ce problème, et Comet s'est donné pour mission de résoudre ce problème pour vous. Donc l'idée de Comet, c'est que tu t'inscris sur Comet, tu es onboardé, tu suis un processus d'onboarding qu'on essaye de rendre plutôt sympa, et l'idée, c'est que tout le monde est admis sur Comet, et l'idée, c'est qu'on puisse vous propulser et faire pleuvoir les missions qui sont totalement en ligne avec vos compétences, et deux, vos envies. C'est-à-dire que si tu dis, par exemple, que tu ne veux pas bosser en grand groupe, ben, on t'enverra que des missions en start-up. Si tu dis que tu ne veux pas bosser, je ne sais pas, dans telle ou telle industrie, en fait, l'idée, c'est de rendre toute la phase de recherche la moins chronophage possible. Il suffit juste de dire que tu es dispo, il suffit juste de dire ce que tu aimes, et voilà. Et bien sûr, on ne run jamais sur les honoraires, les TJM des freelances. En fait, nous, on a décidé d'être hyper transparent parce qu'on pense que en fait, Comet s'est un peu créé en réaction aux sociétés qui, par la sous-traitance et par l'opacité sur les marges qu'elles faisaient sur le dos des ingénieurs Tech Data, ben, on pense que la bonne voie, c'est effectivement la transparence et de dire très clairement, nous, notre markup chez Comet, c'est 10%. Mais si un freelance se vend 600 € jour, en fait, on facturera à l'entreprise 660 € jour. Donc, à aucun moment, on ne touche aux honoraires des freelances. Et surtout, en fait, ce qu'on veut faire, effectivement, et on en a un peu parlé aujourd'hui, et c'est ce que font en fait nos partenaires, l'idée, c'est de prendre le meilleur du salariat. Et il y a du bon dans le salariat qui est justement des revenus, une continuité de mission, mais il y a aussi tout un volet protection sociale, hein, avec la couverture qu'assurent les employeurs. Et on pense qu'on va garder ce truc-là, et on va aussi garder un truc incroyable, qui est l'essence même du freelancing, qui est la liberté de choisir ses missions, contrairement à des boîtes où en fait on va juste te dire file chez Société Générale, file chez SNCF, ainsi de suite. Et en fait tu as peu de latitude quant au choix de ta mission. Donc c'est très important pour nous que le freelance choisisse sa mission. Et il est très important aussi pour nous qu'on agrège justement, qu'on rende la valeur aux ingénieurs qui sont, on pense, sous-valorisés dans le marché aujourd'hui tels qu'ils sont vendus quand ils sont salariés. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de créer. En primeur, on n'a pas encore lancé, mais comme vous êtes là aujourd'hui, vous êtes un peu les premiers qui seront au courant. On a lancé, en partenariat avec Shine d'ailleurs, une page qu'on appelle Launchpad. Donc sur le site de Comet, vous pourriez y avoir accès, c'est live hein, depuis aujourd'hui. Et l'idée, c'est de la même façon qu'on est aujourd'hui avec un numéro de sécurité sociale en France et que vous ne l'avez jamais quémandé ce numéro, vous n'êtes jamais allé le chercher, vous n'êtes jamais allé le payer. Eh bien, on devrait naître en France, comme dans certains pays mitoyens en Europe comme l'Allemagne, on devrait naître freelance en fait. On devrait naître avec la capacité à facturer. Et on ne va pas attendre des institutions que ce soit possible, on veut créer justement un pont entre le salariat et le freelancing, de sorte à pouvoir passer freelance en un clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux passer freelance, tu vas sur Internet, tu tapes devenir auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, tu dois te taper des pavés à lire, c'est insupportable. Et l'idée, c'est que justement, tu puisses le faire en un claquement de doigts. Voilà, donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à 1, nous poser toutes vos questions juste après, et 2, à vous rendre sur cette page. Et voilà, merci à tous d'être venus. Est-ce que vous pouvez nous aider à ranger les chaises ?